qui a des résidences à lui tout seul, donc en dur là pour lui, à sa petite tronche, dans les différents coins de la France. Ça va le mec, on te dérange pas trop? Et qui ensuite on lui dit, t'aurais des idées pour l'indemnisation chômage? Et je quoi? Bienvenue tout le monde, je suis Kevin Razi, vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés, et je suis toujours accompagné de ma main, Monsieur Dr H, qui est à ma gauche. La pêche. Derrière la caméra, à la réalisation, c'est ma chérie Gaëlle Cani-Cagnan. Et on a Mani sur la table, voilà, qui a décidé d'assister à ce live voilà, d'un peu plus proche. Il voulait écouter. Ça nous fait plaisir. Mourad est dans le chat, évidemment. Mourad Mokadem, le showrunner. Et j'ai réussi à ne pas roter. C'est super. Alors, on a une émission. C'est le dernier live avant 2 semaines. Dernier live avant 2 semaines parce que avec Gaël on a un tournage là de court-métrage qui va durer un petit peu longtemps. Donc dernier live pendant 2 semaines, mais il y aura toujours des vidéos et des nouvelles vidéos. Il y aura des face cam solo de Dr H. D'ailleurs, celles et ceux qui sont encore abonnés à la chaîne YouTube en mode abo plus ont pu voir. J'ai vu qu'il y avait déjà quelques vues. Oui, et il y a quelqu'un qui a dit masterclass de Dr H. Donc bon teasing. Il y aura du yes comment aussi. Non, franchement, ça va être top. Donc on vous laisse pas tout seul. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Comme ça, au moins, vous avez du contenu. Salut les cracks qui sont dans la maison, ça fait trop plaisir de tous vous voir. Merci pour la force que vous nous donnez. Et d'ailleurs, je vais vous lire les quelques messages qu'on a reçus sur YouTube, sur la dernière vidéo. Il y a Binoche qui dit « Je suis un vieux cracks, ça fait plusieurs live Twitch que je rate. » C'est pas de ta faute. En vérité, de base, les live Twitch, c'est le lundi et le jeudi. Mais c'est vrai que là, justement, avec tous les chamboulements, on a grave perturbé les habitudes. Donc voilà, c'est pas de ta faute. Même là, tu vois, j'étais en train de me dire, mais attends, à la rentrée, comment ça va se passer quand je vais reprendre le théâtre, machin. Et je me suis dit, on verra après. Déjà, faisons. Et on va... Non, parce qu'à l'époque où j'avais le théâtre, on tournait les dimanches. Je jouais à 17h, je rentrais, on tournait le dimanche à 21h. Et c'est tout. Mais là, comme vous nous avez chauffé pour en faire 2... et puis il y en a qui chauffent pour en faire peut-être 3. Attendez un peu. Amélie Herman qui nous dit sur YouTube, vous assurez toujours avec les thèmes pour l'émission. Merci, ça fait plaisir. En plein dans l'ambiance générale que je ressens chaque semaine. Si vous passez mon message, ça me fera plaisir. Des gros bisous. Le message est passé. On t'embrasse. Merci beaucoup. Ouais, merci. Ça fait trop plaisir pour le soutien. Merci pour la force. La force. Et Esteves Olivier qui dit, je passe mes vacances au Portugal depuis le début du mois, entre parenthèses, pour changer de mes mois d'août depuis ma naissance, MDR. Et ben vous imaginez même pas le nombre de panneaux et d'affiches que j'ai vus avec écrit Palestina Viva, qui veut dire Palestine est en vie, entouré de grosses pastèques dans des ronds-points, des places et plusieurs villes, des grandes, moyennes, petites, entre le nord et le centre du pays, le long du littoral, etc. Bah, franchement, Portugal. Je connaissais pas l'engagement du Portugal là-dessus, mais franchement, c'est propre. Hein. Vivement la journalière. Non. Mais tu sais quoi? Il y a quelqu'un qui a parlé de la journalière une fois, et en analysant et en disant un truc assez pertinent, en disant même si j'adore CKR, j'ai peur que la journalière devienne une émission anecdotique parce qu'il n'aurait pas le temps de réfléchir à des sujets et qu'il ferait feu de tout bois. Et tu sais qu'en gros, on ferait juste de la réaction comme ça à chaud, mais sans donner de profondeur, comme quand tu sais, tu viens avec des livres, des machins, tout ça. Et c'est vrai que c'est intéressant comme réflexion. Bon, Hamza, je sens qu'il n'est pas convaincu, mais... Non, de son il veut dire, non, mais moi, je suis chaud. Non, en plus, pas forcément, mais... non, chaque format, en fait, chaque format a sa propre logique. Ouais. En réalité, moi, je me rends compte surtout d'une chose, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu dire. En vrai, depuis qu'on fait l'émission. C'est vrai, c'est surtout et que même chaque thème n'a jamais été abordé. Même je sais, souvent je vois des commentaires qui disent vous avez pas parlé de ça. Je fais oui, je sais, mais le temps en fait, c'est compliqué. Vous avez pas fait cette référence. Oui, tout à fait, je confirme. C'est pour ça aussi qu'on peut aussi proposer des formats sur des thèmes précis et notamment en live. Parce que comme je l'ai déjà dit, Dr H aussi fait des conférences et pas qu'un peu. Même moi, avec Dr H, on en a fait sur les fake news, mais Hamza peut en faire sur plein d'autres sujets. Et là, c'est stylé, tu vois. Franchement, pour approfondir, ouais. Pour approfondir sur... Tu vois, on nous a relancé hier, quand j'ai fait mon live solo là, avec les neveux, on m'a relancé sur le thème
Est-ce que tu pourrais enfin approfondir sur le lien entre Napoléon et l'islam? Ça, c'est un gros sujet. Un gros sujet. Alors, on continue les messages. Linda Cédiri qui nous dit merci à vous deux encore une fois pour ce CKR. Franchement, j'aime trop vous écouter. Je vais enchaîner tous les CKR que j'ai ratés. Et mention spéciale pour le Dr H. Il est trop cultivé. C'est fou. Je me régale à l'écouter. Continuez, les gars. Ça fait tellement plaisir. Merci beaucoup. Touchant. Franchement, c'est trop touchant. Merci. On a le geek qui dit salut l'équipe concernant la news HMD sur la capsule qui détecte certaines substances. Ah oui, on avait parlé d'un gars qui avait inventé une capsule que tu fous dans ton verre quand t'es en soirée pour voir s'il y a quelqu'un qui a glissé de la drogue. On disait que c'était à la fois une bonne et une triste nouvelle. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, le gars dit je suis dubitatif pour plusieurs raisons. D'une part, ça fait oublier que le produit utilisé dans une optique de soumission chimique, c'est l'alcool, loin devant les saletés qui peuvent y être ajoutées. C'est vrai, ça c'est très vrai. Ouais. D'autre part, ça me paraît le plus important dans la majorité des agressions sexuelles. La victime connaît son agresseur qui utilise à des fins malsaines un rapport de confiance préexistant. Double vrai. D'ailleurs, oui, ça n'empêche pas d'utiliser une drogue à ce moment-là. Oui, bien sûr. Mais oui, mais par contre, c'est très vrai. Les stats sont accablantes. Ouais. Le cas, j'allais dire, tout ce qui est pédophilie, etc. Aussi, tout à fait. Le cas d'un inconnu qui cible sa victime et la drogue, ça existe, mais c'est vraiment marginal et ça fait oublier que les agresseurs sont souvent des personnes qu'on connaît, des personnes banales. Pour les chiffres, Dr Hamza aura sûrement des sources plus récentes que moi, mais le fond du message est le même. Oui, on est sur. Mais une fois on l'a mentionné. Hein. Je crois que c'est du 70 ou 75%. Mais enfin, voilà, c'est les trois quarts, quoi. Ouais, il y a Aiko qui dit, comme Afid dans le chat, qui dit il existe des vernis à ongles, détecteurs de drogue qui sont pratiques pour les festivals. Pas de risque de perdre tes ongles. Ah oui, contrairement à la petite capsule. D'ailleurs, tu me fais penser parce que je ne sais plus si on en a parlé, tu vois. Pour le message précédent sur le truc de l'alcool c'est meilleur. D'ailleurs, c'est tellement vrai que je le fais en surface parce que je veux quand même respecter la profession de sociologue, mais en surface, c'est pour ça qu'on observe réellement. Ce n'est pas un petit phénomène, ce n'est pas un épiphénomène. La conversion ou plutôt le positionnement des grands groupes d'alcool pour leur proposition d'alcool, de boissons sans alcool. Tu sais, de la bière sans alcool. Ah ouais. Et pourquoi ? Parce que de plus en plus, vu la question des VSS qui a bien émergé, et ça doit continuer, il y a la question dans les réunions d'entreprise, dans les fêtes d'entreprise, dans les événementiels d'école, etc. À un moment donné, pas mal de femmes ont compris que peut-être qu'il faudrait qu'on évite de boire en fait dans ces moments-là pour éviter que certains, parce que à la fois pour la victime, comme ça a été mentionné dans le commentaire, mais aussi pour la désinhibition des auteurs, tu vois, qui commencent à faire n'importe quoi. Donc c'est intéressant parce que cette inflexion, elle prouve qu'il y a une mobilisation qui s'est faite, en gros, tu vois. T'as raison, c'est intéressant ça. Parce qu'on sous-estime, on en avait déjà parlé avec Léa Salamé qui disait à Artus, vous avez arrêté de boire, donc vous êtes chiant, enfin voilà, c'est très français. Merci beaucoup Mehdi, vous gérez de ouf. Il est content il dit quoi ? Il dit il est content d'avoir une nouvelle émission à regarder quotidiennement. Alors c'est pas une quotidienne, mais ça fait plaisir que tu comme quoi, hein. Et François Carlet qui dit nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Martin Luther King. J'adore. C'est ce qu'on essaye de faire. Je voulais remercier toutes les personnes qui nous soutiennent sur Tipeee. Alors je reprécise, merci beaucoup. Déjà ça nous touche de ouf. Merci à Quentin, merci à Shadia qui nous laisse un message en disant Kevin et Dr H, j'ai une grande estime et vous aime de tout mon cœur. Bravo pour le podcast, c'est super intéressant. Votre humble contributrice. Merci beaucoup. Merci, ça fait trop plaisir. Merci. Franchement, ça me touche vraiment. Merci. Mais j'espère qu'on pourra vraiment les rencontrer. J'espère vraiment. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. On fera un grand truc pour se voir et tout. C'est artificiel, je sais, là, quand on dit merci comme ça a l'air artificiel. Mais on veut vraiment vous remercier. Ouais, vraiment. Tu vois, moi, mon kiff, ce serait qu'on ait tellement d'argent qu'on puisse se permettre de louer un Olympia ou un truc comme ça, mais entrée gratuite pour les cracks. Tu vois. Genre, on leur envoie tous une invitation spéciale et tout machin. Donc voilà. Mais en tout cas, plus vous nous soutenez, plus on s'approchera de ça. C'est bien, donc voilà, votre soutien, c'est pour payer la technique, c'est pour nous aider nous à pouvoir tenir, parce que le temps qu'on prend pas à faire autre chose, c'est le temps qu'on prend pour faire ça, et nous ça nous fait kiffer de vous faire kiffer en vrai. Donc merci pour les soutiens sur Tipeee, on vous a mis le lien d'ailleurs.
Mais il y a Morgane qui nous a dit je ne savais plus quoi écouter depuis que j'ai lâché France Inter, puis je vous ai trouvé avec un cœur. Les journées passent tellement vite depuis. Du coup, je me dis que vous avez bien mérité 1 euro par mois jusqu'à ma mort. Promis, je donne plus dès que j'ai une promo. Des bises d'Allemagne. Ah oui. Ça fait trop plaisir. C'est vraiment adorable. Franchement, C'est vous ouf. voyez, 1 euro. Ça a l'air de rien, mais c'est pas vrai. C'est énorme. C'est une dinguerie. C'est énorme. Dinguerie. Franchement, ouais. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est un vrai geste. C'est un vrai geste. On connaît pas, tu vois, les gens, leur quotidien, les galères qu'ils ont, etc. Ils se disent, bah, tu sais quoi, cet euro-là, que j'aurais pu additionner avec d'autres pour faire quelque chose, ben non, tu sais quoi, je le donne. Ben ça, c'est un truc de ouf. Et imaginez, maintenant, là, je vois. Là, vous êtes 93 connectés. Imaginez, t'en as 93 qui font ça, c'est chambé. Imaginez, vous en avez 930 qui font ça, c'est un truc de ouf. Bah oui. Imaginez, vous en avez 9300 qui font ça, c'est une dinguerie. Bah oui. Et si on a 93 000, là, c'est l'Olympia qu'on peut louer tous en les mois. en bonne et due forme. Et là, il y aura un traiteur, il y aura tout ce qu'il faut à l'intérieur. Vous venez comme vous êtes. Ah ouais, non, mais c'est un peu... Vos petits fours, champagne pour ceux qui boivent, pas de champagne pour ceux qui boivent pas. Ouais, non, on va éviter parce qu'on a les débordements. On est bien d'accord. Mais bien sûr, mais on vous met bien. Voilà, la vérité, c'est que c'est ça. Le but, c'est de tous se mettre bien. T'as une conférence sur une plateforme payante en live? Ah, on n'a pas. Bon, top. Non, c'est vrai. Un truc à la Villebrequin sans la fin. Ah, je n'ai pas trop suivi Villebrequin, mais j'ai juste vu la vidéo. Dany et Raz ont commenté apparemment. Bon, ça s'est mal fini, là, les deux. Villebrequin, c'est une chaîne YouTube de 2 passionnés de voiture. Ils faisaient plein de délires à la Top Gear, tu vois. Ok. Et ils sont plus du tout ensemble maintenant. Ok. Et merci à Nora sur Tipeee qui dit continue, on a besoin de médias indépendants, mais merci beaucoup. On va faire autant qu'on peut. Tu me fais penser à un truc parce que j'ai oublié. Oui, une fake news s'est glissée par inadvertance de ma part sur la photo de d'Oussama Ben Laden. Oui, donc oui, cette photo n'existe pas en fait. Enfin, c'est surtout que c'est une photo avec Condoleezza Rice. Ouais. Et pas avec Madeleine Albright comme je l'ai dit, et je me suis fait fakiser si je puis dire. Et en fait c'était donc il y a bien une photo qui circule avec Ben Laden avec Condoleezza Rice et peut-être même Bush, je crois. Et elle est fausse, elle est complètement fake. D'accord. Donc oui, donc détournez-vous. Déjà, mais culpa, hein, c'est moi qui me fait avoir comme un bleu. Mais par contre, en revanche, c'est pour ça que c'est super intéressant. Ce que ça peut soulever, c'est que les vraies photos qui, elles, existent, mais qui sont un peu difficiles visiblement à trouver, mais je sais qu'elles existent. Ça par contre, celle-là, si j'ai bien vérifié, je les ai. C'est celle de la jeunesse de Ben Laden et de sa famille. Aux États-Unis, et du fait qu'il a étudié, qu'il faisait du karaté là-bas à l'université, etc. Et que c'est comme ça et c'est une des pistes d'entrée qui l'a permis d'être en contact, entre autres, avec la CIA pour tout ce qu'il a pu faire. Et pour rattraper mon erreur, je vous donne un outil intéressant. Lisez le livre L'islamisme à l'heure d'Al-Qaïda de François Burga, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, il a traduit, en fait, parce que c'était inédit, il a traduit des textes et des lettres qu'avait rédigé Ben Laden justement à la fois au royaume saoudien mais même à d'autres personnes. Ça permet en fait de mieux comprendre et de cerner le personnage et sa complexité justement. D'accord. Donc c'est vraiment très stylé. Merci pour ce mea culpa. Kevin, on est obligé de s'abonner financièrement à ton compte sur YouTube car j'ai vu un facecam de Dr H. Mais il va sortir bientôt. Il va sortir bientôt ce facecam, vous inquiétez pas. Voilà, mais abonnez-vous et mettez la petite cloche sur YouTube pour pas louper. Oui, c'est pas l'abonnement payant. Hein. C'est juste que là. Pas l'abonnement payant, parce que ceux qui ont fait l'abonnement payant, ils l'auront plus tôt, c'est ça? Bah là, ça y est, ils l'ont déjà. Ah ok. C'est pour ça que les gens ont commenté. Il y a déjà des gens qui ont commenté. Okay. Donc ceux qui peuvent pas, voilà, attendre. Allez, petite news HMD, la petite news Hamdoulillah. La petite news qui fait plaisir, où quand on la lit, on se dit ah, Hamdoulillah. Dieu soit loué. Alors, mon Zorli. Oh, un Mauricien qui est là. Ça fait plaisir. Et à Créteil, l'église Saint-Michel du Mont-Mély héberge des femmes sans abri 3 soirs par semaine jusqu'au 29 août. Bernard, bénévole à la paroisse, aimerait poursuivre ce projet pendant l'hiver. C'est bien ça. C'est bien parce que la proportion de femmes SDF qui se font violer, agresser, etc., elle est hardcore. Hein. C'est vraiment très compliqué pour les femmes. Oui. Là, pareil, j'ai un problème de mémoire des chiffres, mais on en avait parlé. Il y avait. C'est effrayant. C'est effrayant. C'est effrayant. Et ça devrait même pas exister, encore une fois. Quand on voit le taux d'occupation des logements, c'est juste des logements, sans parler ensuite du bâti, des bureaux qui ne servent à rien. Tu sais, les milliers de mètres carrés, on parle milliers de mètres carrés juste pour la ville de Paris, complètement inoccupés seulement pour la question de la spéculation immobilière. Tu sais, en gros, c'est pour dire, moi, BNP Paribas, immobilier, j'ai tant
2 mètres carrés. Ouais, mais ils sont occupés. Pff, on s'en fout, en fait. J'ai tant de mètres carrés. Ah, De toute façon, d'accord. ouais, et ça fait comme ça, en fait. Mais tu les vois, ils sont vides. Des fois, ils allument la lumière pour faire semblant. On sait pas. Mais c'est un scandale. Tu sais, ça rejoint encore une fois le même problème. Parce que je sais que les gens, des fois, bloquent un peu là-dessus. Mais sur la question de l'espace, on a de l'espace, on a des logements. On a des résidences, on a du bâtiment, on a tout ce qu'il faut. Et même les prix sont artificiels. Parce que tu vois, là, pareil, la loi de l'offre et de la demande. Oui, c'est la rareté qui fait que le prix augmente. C'est la demande. Mais tout ça, c'est du baratin, en fait. Hein, parce que de toute façon, les demandes de logement sont en fin de compte et fondamentalement stables. Donc en réalité, les prix ne sont pas censés augmenter, sauf qu'ils augmentent. Donc tu te dis, voilà, en fait, voilà, tu vois, encore une fois, c'est toujours le même problème. Ouais, c'est vrai. Non, vraiment, c'est scandaleux. Mais en tout cas, trop bien que. Moi, je suis même triste d'entendre juste 3 soirs par semaine. 3 soirs par semaine. Bon, après, je pense que c'est. Oui, c'est compliqué pour le lieu, l'église voilà, et pour tout, le lieu, mais tout franchement, ça, c'est. Ah, je trouve ça. Ouais, non, mais c'est juste il y a eu un témoignage, un commentaire comme ça qui avait expliqué justement une personne qui s'était retrouvée dans la rue avec son enfant. Ah, ouais, c'est bien que je. Donc, non, franchement. C'est vrai que c'est pas normal et c'était pas Macron qui avait dit que. Ouais. Genre, je sais plus, 2000, je sais plus, l'année d'après, carrément l'année d'après. C'est ça, genre. Il avait dit, moi, l'année après, il y aura plus personne dans la rue. Mais c'est un malade d'avoir dit ça. C'est surtout c'est malade de le dire alors qu'il en a aucune, il avait jamais eu une intention. Bah, c'est ça. Le mec, il a tout fait pour le contraire. Enfin, écoute, ma foi, ouais, il fout la rage. Tu as bien résumé. Non, mais vraiment, ça m'a tué. On revient aussi que l'État se désengage et que c'est les bénévoles qui gèrent on retient, et que c'est les bénévoles qui gèrent le problème de pauvreté en France. Eh oui. Ça, c'est une dinguerie. En vrai. Ça, c'est une dinguerie qu'il y ait des assos qui utilisent donc le temps des gens gratuitement pour aider d'autres gens. T'as envie de dire, et l'État, ça va, vous c'est pas un sujet pour vous, quoi. C'est dingue, hein, quand même. Non, on arrive. De toute façon, c'est simple. On va commencer à arriver à une conclusion, c'est que l'État n'est même plus utile, mais il est carrément nuisible. Et ça nous permettra de mieux cerner encore une fois comment les grandes entreprises sont elles aussi ni utiles, mais carrément nuisibles. Ouais. Là, on comprendra un peu mieux où se situe notre liberté. Il y a un gars là dans le chat que je connais pas, désolé, je te dis, il y a un gars, Joulbir. Joulbir, parce que ça fait 2 fois qu'il met le truc. Hors sujet, le rabbin David Twitou, qui dans ses prêches YouTube dit que la France c'est pour le pognon, que les Français vont payer pour ce qu'ils ont fait au peuple juif, et j'en passe, n'est en aucun cas inquiété de destitution de nationalité. La loi contre le séparatisme ne ciblerait que l'islam. Ouais, je pense que tu as ta réponse. Hein. Ouais, c'est ça. Puis il me semble qu'il ne prêche pas de France. Ah, en plus ? Non, c'est pour ça qu'il n'est pas forcément donc il y inquiété. va à fond, quoi. Je pense. Okay. Je pense. Allez, c'est parti. Mais évidemment, tu as ta réponse. Hein. Dans un autre cas, ça aurait été... parce que... voilà. Ça, parfait, parce que c'est le Mezzé. Le Mezzé, les petites news à picorer. Et on commence avec cette news qui colle parfaitement, je veux dire. Un salarié d'Air France est interdit de travailler pendant les JO. Enfin, il a été interdit de travailler pendant les JO. Et il a gagné en justice. En fait, pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, il y a eu une enquête administrative en février sur lui. C'est un technicien aéroportuaire de Roissy et s'est vu retirer son habilitation pendant les JO. La préfecture de police de Paris évoquant ses liens supposés avec l'environnement islamiste. Ah merde, l'environnement. L'environnement il y a islamiste. l'atmosphère, la galaxie, la nébuleuse. L'ambiance. Saisi en référé liberté, le tribunal administratif de Montreuil a donné raison aux salariés. Parce qu'en fait, ils avaient dit... Mais alors, en fait, c'est intéressant parce que j'étais tombé sur la news. Je pense que c'était le Parisien. Je vais checker. Air France, islamisme. Normalement, on trouve tout de suite. Voilà, soupçonné de radicalisation. Ah, ben attends, ça date de quand ? Ah, c'est carrément un pilote. 2022. Non, c'était 2022. Là, donc. Hop, voilà. Ah non, ça... Bon, quoique. Il y a Biladi. Peut-être qu'ils ont repris... Voilà, hein, ils ont peut-être repris comme il fallait. Attends, il lui avait dit un truc de ouf en fait. Il lui avait dit c'est lien présumé avec l'environnement estonien. Le verdict sur le fond du dossier devait être rendu. Ah oui, c'était Mediapart qui avait relaté cette affaire. En fait, ils lui ont reproché qu'il traînait avec des gens qui seraient peut-être un peu trop proches de sphère islamique. Non, mais c'est vraiment parce que il dit machin. Et lui, il avait dit, mais en fait, en quoi, il parlait des gens avec qui il travaillait en plus, donc qui n'ont pas été engagés par lui, tu vois. Oui, bah oui. Et il a dit donc c'est pas la boîte à son père, on le sait. Hein. Ouais, on me reproche
de travailler avec des gens que j'ai pas choisis et qui auraient des liens supposés. Il y avait trop de... Pourquoi vous les avez recrutés aussi? Ouais, trop de conditionnels. Ouais. C'est grave. Non, mais c'est une dinguerie. Ça, par contre, au niveau pénal, on est... Tu vois, c'est tout ce qu'on avait dit sur les violeurs, etc. Et tout. Ouais. Voilà, comme on dit, ils prennent des précautions. Ouais. Oui, présumé, on n'a pas les preuves, c'est compliqué, c'est la parole de l'une. Ben là, par contre, on arrive à faire sauter le taf de quelqu'un, le mettre dans la sauce, alors que il a rien commis. C'est surtout ça, c'est que on est quand même dans une dystopie où il n'a rien commis. On le soupçonne éventuellement d'être proche avec des gens qui ont même eux-mêmes rien commis. Hein. Parce que c'est ça. Ça aussi, à la limite évidemment, je peux entendre. J'aime pas ça, je peux entendre. Ouais, il était avec quelqu'un qui a commis un truc. Donc, du coup, on l'a suspendu. Tu fais, OK, vous êtes dans le flou, vous savez pas, vous êtes en panique. C'est n'importe quoi, mais d'accord. Mais là, donc lui, il a rien fait. Ouais. Et on le soupçonne d'être avec d'autres gens qui n'ont rien fait non plus. Oui, parce que s'ils avaient fait quelque chose, ils seraient pas là non plus. Ils seraient pas là, ouais. Tu vois, qui n'ont rien fait non plus, qui donc peut-être auraient fait. C'est quand même. C'est n'importe quoi. Parce que là, c'est même plus du délit d'opinion. C'est du délit de t'es là en fait. Et genre, ça passe. C'est ça le pire. Allez, et t'es obligé, et te rends compte que t'es obligé d'aller au tribunal pour que. C'est ça qui est scandaleux. Parce que là, je suis en train de lire d'un autre œil à côté. Ça veut rien dire ce que je dis. Et en fait, il y avait eu un premier signalement. Alors regarde, est évoquée également une note blanche des services de renseignement concernant un premier signalement dont l'homme aurait été l'objet en 2015 soupçonné d'actes de sabotage. Un second en avril 2002 est survenu après qu'il ait été surpris par des collègues en train de prier sur son lieu de travail. Le concerné réfute, assurant d'aller qu'occasionnellement à la mosquée, ne prier ni chez lui ni dans l'espace professionnel. Et en audience, Maître Augier a pointé le flou de certains arguments de la préfecture de police, notamment son appartenance à un environnement en lien avec la mouvance islamique. Par ailleurs, elle affirme qu'il n'a jamais eu de lien avec Baraka City, d'où l'impératif de distinguer le cercle directeur de l'association et la dizaine de milliers de personnes qui ont fait un don. Bah ouais. Je me souviens, même moi, j'avais fait un don à l'ancienne. Donc, est-ce que ça veut dire que... Ouais, c'est ouf. Tu vois, c'est ça quand même. En fait. C'est complètement délirant. Pour sa part, le salarié a fourni des attestations des collègues qui confirmaient l'absence d'attitude de prosélytisme politique ou religieux. Mais tu te rends compte de devoir faire tout ça, c'est humiliant. Mais tu vois, sais que ça, c'est. Il y a pas mal de collègues à la fois en sociaux et en sciences de gestion, sciences de l'organisation, c'est un peu ce qu'on appelle le management, qui ont pas mal travaillé sur cette fameuse question du culte au travail. Parce que au début, tout le monde s'est amusé à dire ouais, c'est la laïcité. Tu fais bah non, en fait, non. Le travail est un espace privé, à part les espaces publics. Donc ça, on peut revenir sur l'aéroport de Paris, ça peut être le cas. Mais même là, en fait, comme tu te souviens, la loi de 1905, elle le dit qu'il doit y avoir que doit être prévue une aumônerie. Et une aumônerie, c'est pour le culte. Hein. C'est pas l'aumônerie, c'est pas juste une vitrine où on parle tout court. Non, c'est du culte, c'est de l'administration du culte. On y fait du culte, c'est un soutien spirituel, moral et cultuel aux personnes, aux usagers et aux agents de la fonction publique. Et donc là, la preuve, pourquoi je dis même les agents de la fonction publique à l'armée, c'est pour des soldats et même officiers. Donc ils sont des agents de la fonction publique, ce sont même des fonctionnaires, donc, enfin en fonction des contrats. Et là où tu vois le truc, c'est que la réflexion qui a été menée, c'est regardez, vous faites un truc où vous êtes complètement soi-disant choqué qu'il fasse la prière dans le lieu de travail, etc., aménager un espace. Vous avez des gens, ils travaillent toute la journée, voire la nuit, etc., parce que c'est ce qu'on appelle des horaires décalés. Lui, voilà. C'était son cas. Voilà, c'est des horaires décalés. De toute façon, c'est les aéroports, c'est logique, il n'y a pas de problème. Et puis, je suis désolé, les amis, vous avez tellement mené à une politique qui a été ce qu'on appelle une politique de relégation sociale, qui a fini par devenir même une politique de relégation culturelle et sociale, voire raciale et sociale. Donc à un moment donné, quand c'est tous les mêmes qui font le même boulot. Ça c'est pas ma faute, hein. C'est pas moi qui ai fait les grilles pour les universités, pour les emplois et pour les postes. Donc à un moment donné, c'est pareil quand tu vois un milieu où il y a que des femmes qui travaillent, on va pas se plaindre qu'il y ait que des femmes parce qu'on a fait des discriminations là-bas sur les hommes et les femmes. Donc ça aussi, il faut se réveiller. Donc par rapport à la question, tu vois, du culte, ce serait si simple. En plus, il y a des espaces œcuméniques, mais ce serait si simple de faire pour ces employés, comme on organise les pauses clopes qui sont vachement chronophages, etc., un endroit où ils peuvent tranquillement, sereinement et de manière publique, non clandestine, quand je dis public, donc au sein du travail, effectuer leur culte, qui ne fait du mal à personne. Ils font ça tranquillement, à des horaires avec... En plus, tu intègres ça... C'est facile, hein, t'intègres ça dans tout ce qui est, tu sais, le santé et bien-être au travail, là, le CHSCT, là, je sais pas quoi, j'oublie à chaque fois le sigle. Ou en fait, pour pas que ça soit non plus la foire, c'est normal, mais c'est comme tout. Parce que c'est normal, le travail, tu travailles avec plein de gens. Donc forcément, il y a un aspect individuel et collectif qui s'entremêlent.
Et ça, c'est normal d'en tenir compte. Donc, c'est évidemment que si à un moment donné, il y a une transmission et que tu as la moitié qui fait la prière alors que c'était pas prévu, là, c'est évidemment. Mais je veux dire, fais pas ça dans un pays musulman, ça marchera pas non plus. Hein. Tu vois, donc, mais là aussi, encore une fois, l'idée, c'est de remettre du bon sens, de reprendre un peu de pragmatisme et de se détendre. Parce qu'en faisant ça, en laissant le truc clandestin, vous voyez, il a fait et déjà, il a fait sa prière dans son boulot. Tu dis, bah oui, mais du coup, peut-être qu'il faudrait réfléchir à trouver une solution à ça, au lieu de l'accuser d'être une horrible personne qui veut prier. Et tu vois qu'à la fin, tu as une note blanche pour soupçon de sabotage. Mais c'est une fiction. C'est quoi, moi, une fois, quand j'étais à l'époque là, avec le studio Bagel, on avait nos bureaux chez Canal. J'étais rentré dans une salle de réunion et il y avait un des auteurs. J'avais l'impression de l'avoir un peu surpris, tu vois. Et en fait, il était sur le sol, il avait mis un tapis. Et il était en train de faire de la méditation. Tu vois. Et je fais pardon, excuse-moi et tout. Enfin, non, c'est moi, désolé. Non, c'est juste que je me suis mis à la méditation un petit peu. Machin. Je fais ok, pas de souci. Bah, vas-y, t'inquiète, je te laisse. Il m'a dit t'as besoin de la salle. Je fais non, vas-y. Et en vrai, tu sais, ça choque personne parce que comme il est blanc et qu'il fait de la méditation, en pleine méditation, pleine conscience. Il sort d'une retraite, il a fait une retraite spirituelle cet été. Alors que si tu veux, tu dis je viens du Hajj. Non, alors que tu fais mes 5 salades. Non. Tourner vers la Mecque. Voilà, c'est ça. Alors qu'en fait, c'était la même chose. Bah oui. C'est la même chose en fait. Mais littéralement. Et voilà, sauf que. Non, mais c'est un truc de ouf. C'est pour ça, encore une fois, tranquille, mettez un espace, c'est pas compliqué. En plus, ça pollue pas, ça envoie pas de cigarettes. Tranquille, hein, les gars, hein, on fait ça. Et puis en plus, vous pouvez même vous mettre au raccord. Ils vous posent des horaires de prière en avance, comme ça, vous savez s'ils veulent vous douiller ou quoi, parce que ça peut arriver aussi. Oui. Et puis tranquille. Qu'ils inventent, par contre, on a 9 salades. C'est la religion. Ça augmente, c'est comme la bourse. Et puis c'est environ une demi-heure. Je suis désolé. Donc là, c'est ma religion, hein, faut pas. C'est comme ça, je suis désolé. Je m'interdis d'être cette réunion de merde. Voilà, c'est ça, tout à fait. Mais ouais, je pense que ce serait plus sain de se dire, bah voilà, les gens veulent prier. Alors, aménageons. Tout simplement. Comme quelqu'un voudrait faire la sieste, etc. Parce que ça aussi, mais c'est encore du mal. Mais c'est nécessaire, c'est même nécessaire. Au Japon, c'est ritualisé. Hein. C'est pas que le seul pays d'ailleurs qui l'a fait, je pense. Ce serait trop bien. On part en Inde pour le prochain Mezzé. En Inde, il y a un médecin qui s'appelle Mumita Debat. Je sais pas comment on prononce, qui a 31 ans, c'est une femme qui a été violée puis assassinée alors qu'elle faisait la sieste à l'hôpital. Elle a été tuée par étranglement et son corps a été retrouvé avec de multiples fractures ainsi que 150 mg de sperme. Un viol collectif est suspecté. Des arrestations ont eu lieu. Depuis, des manifestations éclatent dans le pays. Ça, c'est bien que dans le pays, c'est créé quelque chose parce que ça prouve que là il y a un ras-le-bol parce que je pense que c'est chaud parce que c'est rare en monde, tu vois, pour ce type de sujet qu'il y ait des non mais ouais, en fait il y a là on peut dire comme on dit, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il y a tu sais, mais en gros pour le faire rapidement, il y a une principale cause, une cause qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'il y a eu un... Ils tuaient les jeunes filles quand elles naissaient à l'époque, c'était au Pakistan. Il y avait pas un rite un peu de... C'était un déshonneur d'avoir une fille... Ouais, il y a un problème avec ça, c'est toujours le cas. Ils se retrouvent que entre eux et ils sont là genre... C'est toujours le cas, ce problème est toujours le cas. Le mariage est toujours un très gros problème de toute façon en Inde. C'est pas le seul pays qui a un problème avec le mariage. Donc quand on dit mariage, on entend parler à la formation de couple, la formation de couple légitime. Si une femme est veuve, elle n'a plus aucun toit. Elle est rejetée totalement par la société hindoue et non pas indienne, hindoue. Parce que c'est pas pareil pour les Indiens catholiques et les Indiens musulmans. Ah oui, d'accord. C'est encore un peu c'est un peu différent. Bon, il y a des choses qui restent, parce que les faits sociaux sont lourds. Et donc à tel point qu'il y a même une femme qui a créé un orphelinat de veuves en fait. C'est un lieu où les femmes veuves viennent vivre parce qu'elles sont sans abri, juste pour le seul fait d'être veuves. Et il y a un gros problème en Inde là-dessus. Et en gros, il y a un immense problème sexiste là-bas. Mais vraiment, vraiment. Là, par contre, Pakistan, Inde, Bangladesh, là, pour le coup, ils ont la même religion. T'inquiète pas, ils ont la même langue, ils ont le même dialecte. C'est un gros problème de sexisme vis-à-vis des femmes on va dire, le sous-continent indien. Dans le chat, il y en a qui disaient ça. C'est terrifiant. C'est terrifiant. C'est un très, très, très gros problème. Et de l'autre côté, justement,
il y a eu une bascule, en fait, ces 10 dernières années, il me semble, au niveau économique, où en gros, tu as plein de mecs qui se sont retrouvés au chômage. Tu vois, en fait, il me semble que c'est... parce que c'est très grand l'Inde. Hein. Donc, tu as des endroits en fait, où au niveau agricole, ça a explosé, d'autres endroits où au niveau industriel, ça a explosé. Et inversement, tu as des endroits où ils ont été relégués. Donc, dans ces endroits-là, parce que c'est des densités démographiques ahurissantes, tu as eu des légions de mecs qui se sont retrouvés au chômage. Donc, au chômage, l'équation simple, hein, ça c'est vraiment l'équation simple, au chômage, alcoolisé, dans la rue, voilà, avec un sexisme des ténèbres puissance 10 000. Je te laisse le tableau. Maintenant, avec une impunité même pas relative, totale. Et d'ailleurs, oui, il y a une militante qui a lancé un groupe sécateur, mon frère. Sécateur. Ah ouais, ça coupe. Ah ouais, sécateur. Faut aller au sécateur, les amis. Mais elle a lancé ça et elle a raison. Parce qu'à un moment donné, s'ils comprennent pas, c'est à la torche. C'est à la torche, sinon. Hein. Moi, je dis kérosène. Ils font ça collectivement. On va en faire ça collectivement. Vous inquiétez pas. C'est terrible, mais c'est vraiment préoccupant. Hein. C'est un gros problème. Force en tout cas. Franchement, toutes celles qui se battent. Complètement. Bah ouais, c'est 14 pas le choix. Elles ont raison. Bah ouais, en vrai, mais grave. Bien sûr, c'est grave. Même rouillé s'il faut. Vas-y, pas de problème. Ah bah grave. Dernier médecin là. Putain. Bon, une nouvelle raison de boycotter Coca-Cola, même si on avait du mal parce qu'on est trop matrixé sur certains produits. 6 sortes de plastique sous forme de micro et nanoparticules ont été identifiées dans le Coca-Cola et le Schweppes en bouteille par une enquête publiée par l'association Agir pour l'environnement qui interpelle les autorités sanitaires AFP. Donc c'est pas les canettes. C'est genre le mec qui essaie de trouver un... Donc c'est bon. De toute façon, Team Selecto, vous connaissez. Même si hâte de voir des canettes en vente Team Selecto. Oui, parce que en plus parce que Schweppes c'est pas de Coca-Cola Company en plus. On boycottait pas Schweppes. Moi je boycotte pas Schweppes. Schweppes Agrumes, Schweppes pas. Je crois que c'est quelle famille Schweppes. À la base c'était français en plus, mais ça a été racheté. Ça a été racheté, je crois, par Lipton. Attends. Je crois que c'est Lipton qui l'a racheté. Mais bref. Mais en tout cas, ouais, c'est bon, c'est en bouteille. Tu l'as dit. Ouais, bon, si ça a été signalé et qu'on en parle beaucoup, c'est que c'est grave. Hein. Oui, voilà. Sachez-le, c'est que c'est grave. C'est vraiment très grave. Alors attends, ça vient d'où? République de Genève. Ah, sérieux? C'est suisse? Ah ouais. Sans déconner. Johann Jacob Schweppe, horloger et orfèvre genevois d'origine allemande, originaire de Witzenhausen, développe dans les années 1780. Ah ouais, une méthode pour... Ah oui, d'accord, ok. Putain. C'est chouette, vieux, hein. C'est à l'ancienne. Mais ça appartient à qui? Ils disent pas. Bah, maintenant? Ah ouais? Tu sais, habituellement... oui, là, c'est l'origine d'essence, en vrai. Ah ouais, peut-être, ouais, attends. Sur le groupe. Le groupe, maintenant, produit de la marque et tout, est-ce que... Là, actuellement, en France, les Schweppes, Indian Tonic et Ginger Ale sont... Ah, Ginger Ale, j'adore. J'avoue, c'est mon petit péché. Mais je crois que ça appartient à personne. Non, je crois que c'est... Enfin, je crois qu'ils sont... C'est pas Lipton? Moi, je crois. On a des snipers, ils doivent le savoir. Ouais, les snipers, ils vont nous dire. Bon, tout ça pour dire que... ouais, c'est chaud. S'ils en parlent, c'est que c'est chaud. Ouais, il y a eu des commentaires c'est plus que les normes réglementaires. Sur X, et Zoé Carlotta qui dit en même temps, le liquide est dans des bouteilles en plastique, ça paraît logique. C'est vrai que ça peut jouer. Ah, c'est Orangina, d'accord. Okay. Ouais, je me disais bien. Team Orangina. Mais et du coup, Orangina, c'est pas français? Ou c'est moi qui hallucine? Si. Orangina. Attends, on va voir. Orangina, Schweppes, non, c'est le groupe Suntory. Ah, une entreprise française, si, une entreprise française spécialisée dans machin. Ok. D'accord, ouais. C'est ça. Et ils ont Orangina, Pampril, Schweppes, Oasis, Pulco, Métis, Vichy, Banga, à l'ancienne, Canada Dry. Dr Pepper, moi je croyais que... Ah oui, ils ont acheté Dr Pepper. Ginny, Rickless. Ah, ok, d'accord. Ça va, j'aime bien cette team-là, ça va. S'ils sont pas dans des colonies illégales, on est bon. On est bon. Tiens, qu'est-ce que ça dit dans ta tête? Déjà que la Sénoise, on peut s'y baigner. S'ils ont parlé de microparticules dans les bouteilles de soda, alors ça pue. Je te jure. Non, c'est vrai. Ah non, Selecto, ils appartiennent à son père. Ouais, à l'Algérie. C'est des Z 100%. Toujours acheter son coca et ses bières dans des bouteilles en verre, dit Acid Rain. Bon, idéalement, ne pas en acheter, c'est bien. Allez, on passe au no comment. No comment, vous connaissez l'exercice, il n'est pas facile. Non. Je lis des news un peu hardcore, on n'a pas le droit de répondre, vous aussi dans le chat. Là, je commence à
Je sais qu'il y a un petit décalage, je veux plus voir de commentaires. Vous devez mettre que des emojis si vous nous écoutez, si vous êtes en voiture, que vous nous écoutez dans les transports. Bah, de toute façon, vous commentez pas, donc voilà. Continuez comme ça, c'est très bien. Attendez, je chauffe mes gifs. Vas-y, prépare tes gifs. On va commencer par la première news. Ah bah, fou, ça va être dur. Emmanuel Macron affirme être du côté des Français et de l'expression de leur vote lors des législatives. Pour illustrer un sujet sur les feux et vents à Madère, le JT de France 2 a diffusé des images du jeu Flight Simulator, pensant qu'elles étaient de vraies archives. JT de France 2. Hein. JT de France 2. Et enfin, Israël a tué un chef militaire du Fatah au Liban. Pas du Hamas, du Fatah. Allez, on passe au thème du jour qui nous a été suggéré par Soskar, je sais pas comment on dit, hier sur le live que j'ai fait avec mes neveux. Et franchement, j'ai kiffé. Je me suis dit que Mourad et Dr H allaient être sensibles à ce thème. Donc j'aurais dit, est-ce que vous êtes chaud pour qu'on parle de cette question qu'il a posée? Comment on est 110 lourds? Ouais, merci beaucoup les gars. Bien. Trop bien. Ah tiens, on a un message. Vraiment, Kevin et Dr H, vous abordez que des sujets sociologiques que je questionnais et remettais en question depuis très jeune. Et à chaque émission, vous faites grandir mon intérêt, ma curiosité pour la sociologie, et vous me motivez à me cultiver, à lire des livres. Continuez ce que vous faites, je me sens tellement moins seul sur les opinions sociologiques, et ben ça fait trop plaisir. Ouais, trop bien. Même moi, depuis CKR, je me suis remis à lire, sache-le. Donc tu vois, comme quoi. Bientôt, je vais vous dire, les gars, je suis en licence de sociologie, ça y est. Allez-y les gens. Jamais trop tard pour étudier. Mais moi, c'est un projet que j'ai depuis quelques années. Les trucs à distance, en plus, ça s'est amélioré. Hein. Parce qu'avant, c'était un peu ghetto pour bien s'inscrire, valider de loin et tout. Maintenant, ils ont fait des très bons trucs. Ça s'est amélioré. J'en avais déjà parlé à Dr H il y a quelques années. Moi, c'était la matière que je kiffais. J'ai fait un bac ES et je me suis arrêté au bac. Et je kiffais la sociologie. Et mon prof de socio, parce que mon prof de socio, Monsieur Gonzalez, était incroyable. Il nous a donné, et il était anti-Sarkozy. Je trouvais ça trop drôle. Il n'a pas le droit, tu vois. Mais il arrêtait pas de nous dire parce que le petit Nicolas, le petit Nicolas, je vais vous dire ce qu'il a fait. Et c'est bien, c'est bien. Il est dingue. Et c'est bien si tu t'as dit que c'est prof de socio, c'est que c'est très bien que c'était un très bon prof de socio, parce que c'est normalement prof d'SES. Et ceux qui sont plus économiques que sociaux, non. C'est éliminé du système. Non. Lui, il était. Socio, il m'a donné le goût à la socio et et c'est peut-être pour ça que je suis devenu humoriste en vrai. Parce que Bourdieu, même si j'ai jamais pu vérifier ce truc-là, mais je crois que c'était mon prof de socio qui m'avait dit. Il avait dit, apparemment Bourdieu aurait dit, parce qu'il était très proche de Coluche. Il était même dans sa team pour les élections quand Coluche. Ah, t'as vu, ah ouais, ça va, je savais pas. Sérieux? Et il était dans sa team, je crois, pour quand. Je sais que Bourdieu, par contre, était engagé constamment. Donc, et Bourdieu aurait dit un bon humoriste, c'est avant tout un bon sociologue. Et j'ai toujours aimé cette phrase. Ah ouais, c'est très vrai. Hein. Bah ouais, c'est très vrai. Et c'est peut-être pour ça que je suis devenu c'est très vrai. Ah bah c'est top. Vas-y, Kevin, vas-y, j'ai fait licence SHS, aucun regret, RIP Paris Descartes. Sciences humaines et sociales, ouais, très bien. Ah. Et philo aussi, hein. Faites aussi philo. Si sciences humaines ou philo, choisissez. Ok. Ou les deux, vous choisissez quand même. Je suis en licence d'histoire, donc ça va, j'apprends des... Ouais, bah venez les gars, on se retrouve sur les bancs de la fac. Moi franchement, je kiffe là. Et dans 7-8 ans, tout le monde on y aille. Je change mon pseudo, je m'appelle Dr K. Voilà. Ça j'aime. On aura Dr G aussi. On va tous devenir docteur. Et il y aura Dr Afidfid, il y aura Dr Badgal, Kiki, il y aura Dr Kenpachi, on va tous être docteur. Alors comment on peut, le sujet c'était ça de Sosker, comment on peut se révolter contre son gouvernement? Parce qu'en fait, c'est vrai que là, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de... Tu vois, il y a les présidents depuis la Ve République, évidemment, n'ont jamais pu satisfaire le peuple dans son intégralité. Juste une poignée de personnes souvent.
mais il y en a qui étaient moins pires que d'autres, il y en a qui ont moins marqué que d'autres, et il y en a que j'ai l'impression que les gens ont vraiment détesté, tu vois. Je pourrais pas dire que les gens ont... J'ai l'impression et c'est juste une impression, encore une fois, hein, c'est que les gens ont moins de rancœur, par exemple, vis-à-vis de Chirac que vis-à-vis de Macron. Ah, c'est pas une impression du tout. Non, c'est pas du tout une impression. Bah, t'as même un baromètre, je veux dire, juste technique, c'est Chirac aux Champs-Élysées pour le défilé du 14 juillet. Bah, c'est simple, hein, c'est rempli. D'ailleurs, c'est même là où il a failli se faire tuer. Je sais pas si tu te souviens. Ouais. C'était parce que c'était rempli. Tu vois, il a failli se faire tuer par un gars qui était plutôt dérangé. Ouais. Et Macron, bah, c'est simple. Maintenant, c'est complètement verrouillé. Il n'y a plus personne qui peut y rentrer à part des personnes sélectionnées, etc. Ouais, je veux dire, ça, c'est à la limite le vestige de la 5e République qui est une sorte de vrai baromètre d'un minimum de popularité, on va dire présidentielle, même pas personnelle. Ouais. Mais là, ni présidentielle ni personnelle. Et en fait, là, je sens que Macron, ça passe vraiment pas. Alors que c'était censé être un président un peu du centre, donc celui, tu sais, qui va satisfaire plus ou moins tout le monde. Style, les gens de gauche, ils se disent, bon, vas-y, ça va. Et les gens de droite, ils se disent, bon, vas-y, ça va. Donc au début, tout le monde se disait, bon, en plus, il est jeune, il avait 39 ans, je crois, quand il a été élu. Tout à fait. 39 ans, président, c'est la première fois qu'on a un président qui a moins de... C'est vraiment la première fois. Qui a moins de 50, c'est la première fois qu'on avait moins de 50. Qui a moins de 60, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Ouais. C'est 60, je me souviens quand je faisais mes cours. En tout cas, oui, parce qu'il y a Sarko qui, je crois, l'a fait un peu baisser. Il doit avoir à peine 50 ouais, ans. 50 avancés quand même. Ah ouais, mais justement, il était très jeune. Il était, oui, vraiment. Je me souviens, on disait mâle blanc de 60 ans et tout. Ouais, c'est ça pour être... Et donc là, on pensait que ça allait être du renouveau. Et là, je pense que même les gens qui n'étaient pas trop politiques se disent, putain, mais c'est de la merde. La politique de Macron, elle est horrible. Il se fout de notre gueule, il nous aime pas. Machin. C'est sous Macron qu'il y a eu les Gilets jaunes. Oui, c'est un mouvement qui était quand même entre guillemets unique puissant. Et puissant. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des révoltes comme celle-ci. Et donc, on se rend compte là, et tout le monde s'en rend compte, hein, que avec la dissolution qu'il a sorti de son chapeau du jour au lendemain, avec son incapacité, pour que dalle, son incapacité à écouter les Français, à les respecter, je crois que les gens en ont marre et se disent comment on fait là ? Comment on fait pour se révolter contre son gouvernement ? Est-ce qu'on peut... Et je crois qu'une fois, je l'avais déjà dit, quand c'est le gouvernement qui merde, vers qui on se plaint ? Tu vois, on peut pas porter plainte. Oui. Enfin, comment on fait pour porter plainte contre son gouvernement quand on estime qu'il ne respecte pas la loi, quand on estime qu'il est défaillant, tu vois, c'est un État failli. Et c'est vrai que c'est une bonne question que Sosker a posée. Et merci beaucoup Herbert pour la venue, pour l'abonnement, et Conan the Berber qui offre des abonnements. Alors le Conan, qu'il offre des abonnements, franchement, merci. Frère, il est comme ça. Et qui veut un abonnement ? Tu veux un abonnement ou pas ? Alors, prends-en 3. Mais j'ai qu'un ordi, prends-en 3. J'ai rien à foutre, j'en mets 5. Quoi ? Attends, je te mets des abonnements. Donc, voilà, la question c'est, du coup, quels sont nos artifices là ? Quels sont nos moyens pour pouvoir préparer la révolte ? Préparer la révolte, attention. Je vais être fiché S si c'est pas déjà le cas. Non, mais c'est de la philosophie. Voilà, de toute façon, les RG, à chaque fois, les gens ils disent, imagine, mec, t'as écouté par les RG. Je fais, gars, j'ai fait un truc sur les fichiers S à l'époque où on était chez Canal, on a fait un sujet là-dessus. On a très vite compris qu'en termes de budget, ils étaient en sous-effectif. Donc, ils n'ont pas le temps d'écouter tous les lives sur Twitch. En plus, ouais, voilà. Puis, c'est un live. Oui. De toute façon, c'est pas... Mais c'est une excellente question. En fait, faut prendre dans le bon sens, j'ai envie de dire. Parce que, tu sais, si tu veux, c'est... quelque part, Macron nous rend un service parce qu'il a permis de divulguer, d'expliciter tout ce que en fait on vit depuis trop longtemps. C'est-à-dire justement le fait que nos vies ne sont plus entre nos mains et que nous sommes asservis par un système politique qui ne nous ressemble pas. Tu vois, encore une fois, tu sais, c'est le paradigme de la colonisation de l'intérieur. C'est pour ça que quand on s'attaque à la colonisation, c'est pas simplement à l'extérieur, c'est aussi à l'intérieur. D'ailleurs, il n'y a jamais de colonisation qui se fait à l'extérieur sans qu'elle se fait d'abord à l'intérieur. C'est toujours comme ça, parce que, en gros, je vois, tu sais, à chaque fois, tu as des gens, des fois, c'est des droits tardés, des fois, c'est juste des gens un peu simples.
qui disent oui, mais tous les peuples ont colonisé. En fait, déjà, non, en fait. Faut expliquer aux gens, mais lisez des bouquins d'histoire pour de vrai. Mais prenez bien le temps. Lisez de la paléanthropologie, lisez de l'histoire, ce qu'on appelle de l'histoire de la préhistoire, parce que tout est en train d'être remué aussi sur pas mal de plans. Non, les peuples ne colonisent pas. Ce sont les institutions qui colonisent. C'est pas la même chose. En gros, un empire colonise. C'est pas la population qui colonise, même si l'empire va se servir, s'il le veut, il peut utiliser d'autres moyens. Il peut se servir de la population pour coloniser, comme on l'a vu pour la Kanaki. Tu vois, en fait, on se sert de la population en métropole et en France pour coloniser la Kanaki, comme on l'a fait pour l'Algérie. D'ailleurs, on s'est même servi d'Européens, des Italiens et des Espagnols, pour les installer. C'est par exemple, tu vois, Oran, c'est le cas en fait, Santa Cruz et tout, où il y a une grande présence espagnole qui était là en fait avant les Français, et ensuite elle a été amplifiée par les Français pour justement coloniser de peuplement. Donc en gros, tu vois, non, les peuples, ça n'existe pas, tous les peuples colonisent. Ça, déjà, c'est totalement faux. Sauf si vous appelez le fait de vivre dans un endroit coloniser un endroit. Ben oui, mais là, du coup, on va pas s'entendre. Donc ce qu'on entend par coloniser, c'est une invasion d'un territoire, d'une région où il y avait déjà une population, et soit on l'extermine à l'américaine, soit on la laisse sur place, mais on la servit. Tu vois, c'est ça en fait. Les pouvoirs politiques sont depuis très longtemps des systèmes internes, endogènes, de colonisation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, c'est, si tu veux, pour être très clair, la monarchie, c'est la France colonisée par une famille royale, ou quelques familles. Tu vois ? Et donc, dans les faits, ça se traduit comment ? Ça se traduit par la totalité de la population française du Royaume de France est au bon service de la famille royale. Donc, des fois, tu avais des familles royales polies, tu vois, oui, qui était plutôt gentil, sympa et tout. Parce que tu vois, c'est aussi ça l'argument, parfois qu'utilisait l'Église, de dire non, il faut que le roi soit un bon chrétien, soit un quelqu'un de bien. Et une fois qu'il était bien, et il le disait aux oies, il disait ah, il est bien, bon, bah prions pour lui. Tu vois, sauf qu'à la fin, en fait, c'est surtout que tu travailles pour lui, tu dors pour lui, tu vis pour lui, etc. Donc, l'idée, tu vois, c'est vraiment ça, c'est qu'un pouvoir politique est une forme, c'est une sorte de système colonial interne. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une famille. Donc là, pour le cas de la monarchie, c'est ça, c'est des familles, le sang bleu, qui va pomper les richesses d'une population. Eh ben, ça, on en parle déjà depuis l'Antiquité. Des fois, donc, c'est une famille, donc une dynastie. Des fois, c'est une oligarchie, c'est-à-dire c'est plusieurs familles qui, pour leurs bons intérêts, se font... Le problème qu'on a eu, c'est ce qu'avait très bien dit Todd lorsqu'il a parlé de ça en printemps 2017, avant les élections. Merci Tahiti Pop. Lorsqu'il disait par rapport à Macron, quand il disait que la chose à nu du capitalisme. Bah oui, parce que Macron n'est pas un homme politique. On nous fait croire que c'est un homme politique, ce n'est pas un homme politique, c'est un banquier. Un banquier d'affaires, et pas un banquier du Crédit Agricole ou de la Société Générale. C'est un banquier de chez Rothschild. C'est-à-dire que c'est pas la banque postale Rothschild. Non, c'est une banque d'affaires, c'est pas une banque de particuliers. Et puis Rothschild, c'est pas n'importe qui. C'est-à-dire que c'est une famille. C'est une famille qui est une immense famille parasitaire, comme beaucoup d'autres grandes familles françaises, et pas que françaises d'ailleurs. Ah, ils sont français Rothschild, je pensais que. Depuis un moment, on va dire, en tout cas, plus ou moins récemment. Non, ils sont aux États-Unis, ils sont en Grande-Bretagne aussi, oui, tout à fait. Ce sera intéressant, je regarde un documentaire sur les Rothschild. C'est surtout que c'est marrant parce que visiblement ils ont dû payer un article dans Le Monde qui est en train de faire une série là sur la famille Rothschild. C'est génial pour nous expliquer à quel point ils sont merveilleux et brillants. C'est sublime, c'est beau. Donc c'est vraiment mais tu sais, en fait enfin je sais pas, je vais le dire un peu crûment, mais on doit pas aimer les têtes couronnées en fait. Non, parce que rien ne justifie qu'une tête couronnée existe. Littéralement. Je sais, c'est très dur à concevoir, à entendre. Pour certains, peut-être, mais c'est un véritable problème parce que concrètement, rien ne justifie que ce groupe de personnes, donc des familles royales ou des familles capitalistes, parce que tu vois, hier on appelait ça royal, avant-hier on appelait ça seigneurial, aujourd'hui on appelle ça capitalistique, grande entreprise, grande famille. Tu vois, quand on dit justement les Lagardère, les Bouygues, etc. Mais c'est la même. C'est la même. Mais c'est juste que c'est plus des gens qui étaient capables de faire. C'est pas des gens qui, comme avant, étaient capables d'aller se battre. Et encore, avant, ils allaient se battre, ça dépend. Parce que c'est ce qu'ils faisaient. Ils payaient des gars, ils voyaient balèze, lui, il est balèze, lui. Tu vas te battre pour moi. Donc après, quand il gagnait, s'il n'était pas dézingué, quand il gagnait, il dit la famille, le baron a gagné la bataille. C'est plutôt moi, ferme-la. Tiens, regarde ton argent.
va manger du poulard et tu vas voir, ça va bien se passer. Et t'imagines, et c'est sur ça, en fait, qu'ils justifiaient la possession de terre, etc., etc. C'est ça l'histoire de la noblesse. C'est ça l'histoire du pouvoir politique, encore une fois. Et depuis très longtemps, il n'y a pas qu'en Grèce, hein, parce on retient les termes de Éthique à Nicomaque, c'est le livre de Aristote, qui est très intéressant, très bien. Ça date pas que de son époque, hein, sachant qu'il ne faut pas oublier que tout ce qu'on repère de la pensée en Grèce est davantage un héritage de la pensée égyptienne. Ils ont, c'est simple, hein, tous les présocratiques ont étudié en Égypte, quoi qu'il en soit, pour aller sur le fond, parce que ça fait très historique. Mais le pouvoir politique est donc le problème en soi. Ouais. C'est pour ça que la question qui se pose, c'est on veut se révolter, mais alors pourquoi ? Et c'est ça, en fait. Si vous sentez que vous voulez vous révolter, moi, je trouve ça très bien. Ça veut dire déjà que vous n'êtes pas mort. Ouais. Non, vraiment, hein, qu'il y a quelque chose de vivant. Donc se pose véritablement la question, à quelle fin ? Quelle est la raison pour laquelle on voudrait que tout change ? Et déjà, est-ce qu'on voudrait que tout change ? Si oui, pourquoi ? Et c'est après qu'on verra mieux le comment. Parce que le pourquoi nous permettra de déterminer deux choses. De déterminer le but, l'horizon, mais aussi de déterminer de quelle manière on va s'y prendre. Tu vois ? Parce que si effectivement c'est pour la suprématie de la race blanche que vous voulez vous révolter, comme certains aventuriers fachos, bah oui, là c'est... Bah oui, parce que par exemple dans l'absolu, pardon pour le point Goudouine, mais c'est vrai, bah Hitler était dans une entreprise révolutionnaire. Il s'est dit, il y en a marre du système de base, donc maintenant on va passer à mon système, on va tout retourner. Bon, il a fait des trucs dégueulasses, hein, on a compris. Ouais. Donc c'est pour ça, c'est toujours la question. Pourquoi vous voulez qu'on se retourne ? Pourquoi vous voulez qu'on chamboule tout ? Pourquoi vous voulez que ce gouvernement tombe ou que les gouvernements tombent ? Et ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire, c'est la question de l'émancipation. Donc, en gros, moi, je pense qu'il faut bien le souligner, la question de moi, ma véritable volonté, mon optique, c'est que tout le monde puisse être émancipé, tout le monde puisse récupérer sa dignité d'homme et de femme libres. Et déjà, le principe de base, j'emmerde tous ceux qui considèrent que c'est une utopie irréaliste, parce que de toute façon, parce que ça n'a aucun sens de dire ça, c'est parce qu'il faudrait comprendre que nous vivons dans l'utopie d'hier. Faut quand même se le dire, hein. C'est-à-dire que l'époque Jacques la fripouille, c'était pas comme ça, hein. Bah oui, c'était soit t'es le sujet de quelqu'un, t'es le genre de quelqu'un, tu vois. Donc t'es là dans un endroit humide et tout, tu dors sur des trucs dégueulasses et tu devais travailler la terre ou amener les chevaux ou ramener les bêtes pour un connard qui est là, qui te donne des ordres de loin, dans des bas de soie. Enfin, faut quand même qu'on comprenne ça, hein. C'est-à-dire que nous vivons aujourd'hui l'utopie d'hier et d'avant-hier. Il est donc nécessaire, si nous voulons chambouler les choses, de formuler le plus clairement et le plus simplement possible l'utopie de demain. Et tout faire pour qu'elle ait lieu aujourd'hui. Parce que c'est la seule manière de garantir qu'elle arrivera demain. Parce que si tu l'attends demain, non, c'est mort. Parce qu'il y en a qui vont dire ça, ils disent oui, une société post-oppressive, ouais, peut-être, mais bon, il faudra quand même une vraie évolution. Non, en fait, non. Il y a un paradoxe, si tu veux. Il y a un paradoxe qui fait qu'en réalité, c'est bizarre quand je vais le dire comme ça, les gens sont tout à la fois pas prêts et prêts pour cette utopie. Ouais. Parce que, si tu veux, au fond d'eux, c'est pas pour deviner les âmes des gens, non, mais c'est fondamental. Au fond d'eux, les gens, et surtout nous en France, on veut cette liberté, on aime cette liberté. Et en réalité, on aimerait bien qu'elle soit encore plus étendue. Ouais. Et finalement, tu te dis, tous les matins, les gens se réveillent, là, ils travaillent. En vrai, ils travaillent pour courir derrière quelques lopins de liberté. Quelques petites portions de liberté, tu vois. Souvent, c'est pour survivre, quoi. Oui, c'est ça. Et à la fin, ça finit par être survivre. Parce qu'ils se rendent à l'évidence, ils se disent, j'ai pas assez étudié peut-être, j'ai pas peut-être plein de diplômes, j'ai pas la chance d'être... sauf que, encore une fois, hein, aucun de ceux qui ont des milliards ne sont des vrais diplômés, ni des gens qui ont bien étudié. Hein. Ce n'est pas vrai. Hein. C'est de Trump, le débile, Elon Musk, le gros débile. Et en fait, ça se bagarre entre débiles. Hein. Mais il faut se rendre compte quand même, hein, c'est des gros débilos, les gars. Alors après, t'as toujours... Même Zuckerberg et tout. Oui, non, mais Zuckerberg, lui, c'est surtout un voleur. Lui, c'est surtout un voleur. Parce qu'il était à Harvard. Bon, il était à Harvard pas tout seul comme son papa, en fait. Enfin, je veux dire, on va pas facilement à Harvard, hein, à la base. Hein. Ouais. Et c'est pas pour le sport. Zuckerberg, c'est pas pour le sport du tout. Non, on a compris. Même si c'est mis au MMA récemment. Je le prends, si vraiment, je le prends.
comme ça, vraiment. Alors je n'aime pas la même, mais alors lui, je le prends. Mais justement, ce sont des gens qui ont toujours eu ce qu'on appelle l'extraordinaire délice d'éviter les vrais emmerdes et d'éviter les vrais obstacles. Et après, à la fin, quand on les regarde, on leur dit « il a eu un parcours incroyable !» Ouais. Bah, c'est normal quand t'imagines, t'as un 400 mètres haies, et puis t'as un gars dans sa file, il n'y a plus de haies. Tu fais, mais comment il a fait pour aller si vite? Je sais pas, les haies se sont toutes volatilisées toutes seules au chemin. Bah oui, mais tu sais que c'est ça les déterminismes. C'est ça les privilèges. Quand t'as plein de privilèges dans le chemin qui te fait tomber la haie. Non, toi c'est bon, toi tu peux passer. Vas-y, passe. Ouais. Tu vois, et à la fin, ils se font passer pour des balaises. Mais bref, pour revenir, tu vois Oui, il faut pas que les gens complexent. Ce que je veux dire, c'est en se disant, oui, mais s'il y a des milliardaires, c'est parce que les gars, ils ont fait des grandes études, c'est parce qu'ils le méritent et tout. Personne, en fait, toi, ton point de vue, c'est de dire, et je sais que les gens n'aiment pas forcément entendre ça, c'est qu'il n'y a aucun milliardaire qui a bossé pour... Aucun. Qui mérite ces milliards. Il ne mérite même pas 1/1000e de ce qu'il a. Même pas. Et même pas. Ni en termes, c'est simple, ni en termes d'énergie physique, ni en termes en force de travail déployée. Ouais, exactement. Ni en termes de force intellectuelle. Ah bah oui, pas de bol, les gars. Hein. Bah, parce qu'en fait, c'est un peu mon boulot de connaître le sommet en fait de la réflexion intellectuelle. Et vous n'y êtes pas. Hein. Vous n'êtes pas du tout les mecs. On vous a jamais retrouvé, on vous a jamais croisé. C'est vrai que majoritairement, c'est de l'héritage. Totalement. Mais vraiment totalement. Alors oui, hein. Oui. À quelques exceptions. L'héritage, ouais, qui confirme bien la règle, mais surtout, alors oui, il y a une chose qui est sûre. Tu vois, regarde comment c'est important. L'héritage donne une sacrée putain de confiance en soi. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais ce que... Enfin, tu sais... Non, en fait, ni toi ni moi. Quand tu grandis et que tu nais dans un endroit où, en fait, on sait déjà, dans 3 générations, quel héritage tu vas avoir. Mais tu te rends compte? C'est-à-dire que moi, j'ai juste vu des gens, j'ai juste croisé quelques personnes qui ont eu des héritages de quelques dizaines de milliers. Déjà, tu vois que tu fais... Oh, putain, tu sais... tu te rends compte que, par exemple, ça change, ne serait-ce que juste d'un crédit. Tu vois, quand les gens ils font des crédits pour avoir un logement, il y en a, en fait, ils arrivent à 18 ans, ils ont déjà, en fait, le logement. Ouais. Voilà, juste ça. Tu lui as juste donné ça. Il a juste ça comme héritage. Donc, on n'est pas encore dans les millionnaires, là. Hein. On n'est pas encore dans les millionnaires. Mais juste, il a ça comme héritage. Tu vois un petit peu l'avantage qu'il a. Donc, tu m'étonnes que le gars, il est serein ou que la fille, elle est sereine. Ah, je sais pas, je crois que je vais faire un peu d'études d'anthropo. Et puis après, je vais faire un peu d'esthétique, puis je vais partir au Brésil. Enfin, tu vois? Bah oui, parce que, bah oui, en fait, tu cours plus rien. T'as même plus besoin de courir. Donc après, je vais monter ma boîte. Mais bien sûr, tu vas monter ta boîte. T'es très confiante de monter ta boîte parce que si tu te ramasses 10 fois, ça ne vaudra jamais une seule des chutes des personnes qui ont essayé d'entreprendre tout seuls, qui ont vraiment galéré, qui se sont dit « Attends, moi, je suis un bon commerçant, je pense que je peux me débrouiller et tout. » Et puis les pauvres, ils se ramassent. Pourquoi? Parce que déjà, en plus, on leur met des obstacles à eux. Tu vois, on leur met plein d'obstacles. Alors que eux, ils se ramassent. Oh, bah, papa, en fait, ça va pas marcher. Bah, c'est ton 3e projet. Ouais, bah, ça marchera peut-être au 4e. Bah oui, bah, allez, tu vois. Voilà. Mais et ça, c'est gentil. Là, ce que je vous donne, c'est la version soft. C'est pas la version Gabriel Attal qui pèse déjà 34 millions. 34 environ, on pense que c'est même plus, mais tranquille. Ils en parlaient en plus dans le chat. Et qu'il y a des résidences à lui tout seul, donc en dur, là, pour lui, à sa petite tronche, dans les différents coins de la France. Ça va, le mec, on te dérange pas trop? Et qui ensuite, on lui dit, t'aurais des idées pour l'indemnisation chômage? Et je sais quoi? Oui, tu sais, le truc de... Bah, toi, t'as connu ça toute ta vie, en vrai, parce que t'as rien glandé et t'as tout. Donc, là, en fait, c'est des gens, ils ont rien glandé. Enfin, non, ils ont beaucoup travaillé. Et il faudrait trouver un moyen qu'ils aient rien. Ah, bah ça, je pense que je peux trouver une idée, ouais. C'est ça, en fait. Tu te rends compte que c'est ça qu'on... Et il faut comprendre qu'en réalité, c'est pour ça que je sais, des fois, je peux sembler excessif quand je le dis, etc. Ou même la manière de... Je fais, parce que déjà, en gros, j'ai plus le temps. L'heure tourne, l'horloge atomique de l'univers tourne, etc. De deux, le truc, c'est qu'à un moment donné, j'en ai vraiment, mais alors vraiment marre, des poncifs de IEP, de Sciences Po, ou des facs. Alors oui, mais attendez, il faut comprendre que le système parlementaire, j'en ai plus rien à battre. Arrêtez d'utiliser des trucs qui endorment les gens pour leur expliquer que non, vous savez, c'est plus compliqué que ça. Hein, oui, la révolution, c'est plus compliqué que ça. Oui, le gouvernement, c'est plus compliqué que ça. La politique, c'est plus compliqué que ça. Arrêtez de prendre les gens pour des gros cons. Parce que concrètement, la politique, c'est quoi? La politique, c'est gérer des gens qui
Alors, on part d'un postulat chelou parce qu'on est en train de dire on gère des gens qui, a priori, ne seraient pas capables de se gérer eux-mêmes. Et qui ne sont pas en capacité de savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont besoin. Voilà. Ouais. Donc, par des personnes qui, eux, le savent. C'est très curieux, quand même. Et qui le savent et pour eux et pour les autres. Ouais. Par quel miracle? Expliquez-moi. Vous avez reçu 2 âmes au lieu d'une? Vous faites ça comment? Les gars, tu te rends compte tous les postulats, mais c'est ça qu'on fait. C'est une dinguerie, bah ouais. Tu vois, Et c'est pour ça que. Et le pire, c'est qu'en plus, les gens l'ont intégré, ça. Mais oui, mais grave. Parce que tu vois, moi par exemple, quand je disais j'ai trop envie d'être député, on fait bah non, mais t'as pas fait les études. Parce que tu sais, c'est les professionnels qui sont politiques, machin, et t'es là, genre. Et t'as tous les gens d'élevage, là, je les appelle des gens d'élevage, là, ils sortent d'un élevage de Norvège ou ou je ne sais quoi, ou de Savoie. Ils viennent, ils t'expliquent, ils te disent oui, mais non, mais il y a des études et tout, il y a des masters d'études politiques et tout. Mais franchement, bon, en fait, là, j'avoue, hein, j'ai vraiment pas le temps de prendre là-dessus parce que clairement, en fait, si tu veux, bon, je vais faire un peu le truc technique. Pardon de me pousser un petit peu sur le côté technique. Vas-y. Mais pour le truc technique, c'est simple. C'est qu'en réalité, tous les systèmes de sophistication de l'administration, des institutions et du politique sont des systèmes en fait de légitimation du pouvoir. En gros, si tu veux, au lieu simplement d'avoir un gars qui vient avec à la Negan et une batte de baseball en fil barbelé et qui dit je te défonce le crâne si t'es pas content, et ben au lieu de faire ça, en fait, t'as des petits génies, ils font ça depuis plusieurs siècles, ils disent alors les gars, on va inventer un système qui s'appelle en fait des systèmes juridiques et des systèmes politiques et des systèmes constitutionnels pour expliquer aux gens en fait que leur bien, c'est de nous écouter et que par contre, si jamais ils sortent d'une seule de ces règles et de ces fonctionnements-là, on leur donnera des coups de batte dans la face. Mais faisons en sorte, et nous ferons des universités où il y aura des gens spécialisés dans comment on met en place ces institutions. Tu sais, en gros, si tu veux, c'est pour ça que d'ailleurs la série Severance, elle est excellente. Ouais. Tu vois, elle est vraiment excellente parce qu'elle te montre en gros le système des fonctionnements. Je repense parce que j'ai eu l'occasion de voir les premiers épisodes de. Là, c'est bien, ils sont bien relancés sur Walking Dead. En fait, c'est le spin-off avec. Rick et Michonne, donc en fait c'est je sais pas le titre avant que Fear the Walking Dead, voilà, ça y a pas un truc aussi sur celui le biker là, ouais, exactement, à Paris. Bah en fait là c'est d'ailleurs en vrai elle est super intéressante parce que là je pense qu'ils ont un peu plus musclé le truc au niveau scénaristique. Daryl, voilà, merci. Ouais, Daryl. C'est que en gros c'est le titre, j'ai oublié, donc c'est avec Rick. The One Who Lives. Ouais, The One Who Lives, exactement. Et en fait, c'est parfait parce qu'il t'explique, ça te montre parfaitement. Désolé, peut-être si je spoil un petit peu, hein, mais ça te montre parfaitement ce qu'on appelle en réalité, ce qu'on définit par l'arbitraire du pouvoir. En gros, tu as des gens qui survivent et pour rendre légitime leur survivance, on va massacrer ceux qui sont à l'extérieur. Et ensuite, et donc, tu imagines le procédé. Et ça justifie le fait qu'il y ait une force qui est très puissante et flippante à l'extérieur, mais qui pourrait, sans le moindre problème, se retourner à l'intérieur. Si tu sors pas de... Et donc, au final, tu vis dans une dictature, mais une dictature qui, en réalité, elle se trouve qu'à la frontière, tu vois, et elle donne l'impression d'une démocratie à l'intérieur. C'est la définition des systèmes occidentaux libéraux. Nous sommes des démocraties formelles, plus ou moins gérées, et en fait, si tu fouilles, tu constates que c'est pas tout à fait toi qui gères, tu vois, parce qu'encore une fois, nous sommes toujours dans le prolongement d'un système monarchique colonial. En France, ça par contre, encore une fois, c'est vrai, la Révolution française, elle a créé une inflexion. Ça, j'insiste, je n'insisterai jamais assez. Elle a créé une inflexion. Elle a fait flipper à toutes les têtes couronnées. C'est là aussi c'est comme ça qu'il faut prendre en compte le cas Napoléon. Et pourquoi nous, en 2024, on s'est retrouvé obligé j'aime bien ce réalisateur, mais j'aime pas quand il commence à faire trop son anglais. Donc, c'est Ridley Scott. Ah oui. C'est Ridley Scott qui a fait le film sur Napoléon. Et en gros, j'avais encore oublié qu'il était anglais, et c'est quand j'ai vu le film Napoléon que j'ai compris qu'il était très anglais. Et qu'en fait, tu sais que la grande majorité, et surtout dans ce film-là, de l'image de Napoléon, est une image anglaise, c'est-à-dire une image de monarchiste. De gros monarchiste de sa mère, la monarchiste. Et qu'en fait, ça reste de la mère, tu vois. Et donc, en gros, et que concrètement, pour eux, c'est l'ogre. Ah, ok, d'accord. Et il y a toute une propagande sur Bonaparte. Alors attention, je dis pas qu'il était parfait, etc. Mais il y a des trucs très intéressants, je le dirai pas assez. Mais en tout cas, c'est que ce qui est certain, c'est qu'en réalité, et tu sais, c'était ce que tu avais cité c'était quel auteur sénégalais Sanga. Ouais, je crois que c'est Sanga, hein, sur la colonisation. C'est ça, hein. Ouais. Bah, parce qu'en vrai, qu'est-ce qu'on reproche à Bonaparte d'avoir colonisé les Européens.
Non, Aimé Césaire, pardon. Aimé Césaire. Aimé Césaire, sur son discours sur le colonialisme. Bah, en gros, tu sais, il a colonisé les Occidentaux. En fait, il n'a pas colonisé les Occidentaux, il a dérouillé les couronnes. Toutes les couronnes qui étaient en Europe. Il a juste pas pu faire celle de l'Angleterre et il n'a pas réussi à avoir celle de la Russie. Mais bon, ça, c'est pour tout un tas de raisons. Mais c'est pour dire que... mais c'est pour ça qu'en réalité, ça peut sembler très surprenant, oui. Mais il était effectivement impérial dans tout ce qu'il a commencé à développer comme pouvoir, mais c'était un pouvoir impérial tourné vers l'extérieur. Oui, certes, de conquête, etc. Ouais, mais ça, il faudrait rentrer dans ces subtilités. Mais à l'intérieur, non, c'était démocratique, les mecs. Hein. Mais c'était beaucoup plus qu'on le croit. Ah, mais beaucoup plus. Bah, tu sais, il y avait des assemblées et tout. Mais bref. Et encore une fois, hein, si on peut considérer que c'était un despote, ce qui est plutôt le cas, parce qu'il avait une femme, il est clairement ce que les philosophes espéraient d'un despote éclairé. Mais ça, on y reviendra encore une autre fois. Ouais. Parce que ça me paraît paradoxal. Moi, je parle de liberté et tout. Mais oui. Mais moi, en gros, quand je vois quelqu'un, c'est un despote et que je vois son activité principale, c'est de couper les têtes des autres rois, moi, ça va, j'aime bien ce qu'il fait. Vas-y, continue. Tu vois, continue, fais ton boulot, moi, il n'y a pas de problème. Donc, dans le sens... En plus, il a mis en place toutes les institutions universitaires, scolaires et éducatives et culturelles du pays qui se tiennent encore aujourd'hui. Donc, un despote qui éduque son peuple, c'est pas tout à fait un tyran. Hein. Ouais. C'est pas vraiment un tyran, tu vois. Alors que c'est le contraire. Les tyrans, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font comme Macron. Ils défoncent l'université, ils défoncent l'éducation nationale, ils défoncent le système culturel, ils défoncent le système éducatif, ils défoncent l'hôpital. Alors que tu vois, d'abord, c'est même le contraire. Il en crée plusieurs. Des hôpitaux, c'est lui qui fait les sapeurs-pompiers, c'est lui qui fait les marins-pompiers. Non mais vraiment, enfin, il a fait trop de choses. Mais en tout cas, il avait un projet. Encore une fois, c'est vraiment dans un paradigme de despote éclairé. On est d'accord. Mais bref, certains pensent que c'est une étape intermédiaire nécessaire. Moi, je suis pas toujours convaincu par rapport à ça. C'est de passer en fait d'un système monarchique à un despote éclairé qui nous fait la passe décisive. Qui nous permet parce que je considère que la très magnifique, malheureusement un chouïa trop gentille et naïve Commune de Paris de 1870 et ainsi que la Révolution de 1848 sont des produits de Napoléon et donc de la Révolution française également. Tu vois, parce que c'est générationnel en fait. Hein. C'est générationnel. Donc pour dire quoi ? Encore une fois, c'est qu'on croit en une légitimité de certaines personnes. Tu vois, et à partir de là, on finit par croire que ces personnes le méritent et donc aussi que nous, notre sort, nous le méritons. Ouais. Ce qui nous amène à une double peine. La peine d'admiration de ceux qui ne la méritent pas et une peine de sous-estimation d'une position que nous ne méritons pas. Parce qu'en définitive, c'est ça qui se passe. Nous croyons, ensuite nous faisons ce qu'on appelle une sorte de corrélation limite causale, on arrive à une causalité, c'est je suis dans cette situation parce que c'est moi qui ai fait ça. Alors que non en fait. Sauf que comme on est tous les jours pris par ce que nous faisons, nous croyons que ce que nous faisons produit ce que nous sommes aujourd'hui. C'est pour ça que les gens, quand ils se présentent, je fais très vite, hein, les gens, quand ils se présentent, ils disent « je suis plombier, je suis prof, je suis machin ». Alors qu'en fait, non, tu travailles dans ça, mais tu es intéressant. Tu es quelqu'un de curieux sur ce sujet-là. Tu es passionné de culture, tu es passionné de voyage. Tu n'es pas ton travail. C'est pas normal, cette histoire-là. Hein, tu vois mais c'est comme les gens qui vont dire « non, mais… pourquoi tu donnes ton avis sur la politique ? T'es humoriste, fais des blagues. » Tu sais, style. Voilà, vas-y. T'es sorti du ventre de ta maman, t'avais un micro et dans la vie, ta fonction, c'est l'humour. Non, mais le gros délirium de la politique, c'est un truc pour les gens sérieux, déjà mourrez en fait, hein, parce que ça ne veut rien dire. Hein. Je pense que c'est le truc qui est censé être le plus universel. Hein. C'est un bien commun. Quoi. Non, mais attends. Mais tu sais quoi, et franchement, viens un jour, moi je pense qu'on va le faire. On va faire un truc de ce truc-là, un système. Il faudrait qu'on fasse un vrai conseil de classe de la politique. Ouais, avec les matières. Ouais, et on prend des cas réels. Tu sais, États-Unis, voilà, on a quel budget a été remis ? Centaines de milliards. Quel projet ? Invasion de l'Afghanistan. Tu vois, gestion de l'économie américaine, gestion des relations internationales, etc. Combien de personnes ont participé à son gouvernement ? Tu as le nombre, tous les ministres. Ils viennent d'où ? Harvard, Princeton, Yale, etc. Très bien. Qu'ont-ils fini par faire ? De la grosse merde. Et ils sont partis au bout de 20 ans comme des merdes. Et la situation est pire qu'au point de départ. Je veux dire, à un moment donné, c'est plus le redoublement, là. Là, il y a la dette, il va falloir que tu rembourses ce que tu viens de faire. Dans le chat, ils disent, il n'y a pas déjà des contrôles par la Cour des comptes ? Non. Aussi, il disait que c'était Napoléon qui avait remis l'esclavage après l'avoir enlevé. Oui.
Donc, il est pas... Mais après, Hamza, il a pas dit il était parfait. Hein, ah non, déjà d'une, c'est ça. Et puis c'est. D'ailleurs, j'aime bien parce que c'est les Anglais qui disent ça. C'est les gros Anglais qui. Enfin bref, ça m'énerve. Non, mais parce que là aussi, non, mais tu sais que mine de rien, c'est pas pour trouver des excuses, hein, mais déjà parce que il a eu le malheur de tomber amoureux d'une béquée. C'est à cause de sa meuf qu'il a remis. Ouais, c'est pas pour l'accabler, même si c'est une béquée, donc faut l'accabler. Mais parce que c'est elle qui lui a dit bah non, si t'as aboli l'esclavage. En vrai, disons qu'il y a un truc plus compliqué que ça par rapport. En vrai, non, il faut dire la vérité. Si tu veux, je vais dire encore crûment parce que je l'ai déjà dit. Bah, c'est comme si, là, comme ça, Macron, vous allez voir, bah, si tout le monde pourrait dire que ce serait une bonne chose si Macron abolissait le salariat. Et maintenant, le truc, c'est que tout le monde sait, surtout dans le monde de la sociologie du travail, s'il abolit. Bah, tu sais que l'abolition du salariat, ça s'appelle l'ubérisation. Ah oui. C'est l'ubérisation, l'abolition du salariat. Merci de jamais. Ouais. Tu vois, et ils ont tous dit, tu seras libre. T'as pas un patron. T'as pas des horaires. T'as pas de contraintes. Tu vas être libre. Tu te rends compte, tu vas être libre. T'as entendu les gauchos qui disent là, oui, les méchants patrons, les machins, etc., les horaires, c'est chiant et tout. Eh ben, non, mais tu vois, je te jure que c'est la même formulation que quand tu vas voir un mec dans une plantation en Louisiane, tu dis, hey, t'auras plus de patron. Tu vas bosser, tu seras rémunéré. Voilà, à la tâche. Mais je vais d'accord, et je vais loger où? Ah bah je sais pas. Faut que ça par contre c'est avec ton salaire. Tu vois ou pas? Tu comprends en fait, parce que c'est là qu'il faut comprendre l'institution. Je sais que c'est très compliqué parce que j'ai même des fois entendu des gens en dehors, hein, pas dans les commentaires ici, des gens qui expliquent que oui, l'esclavage n'a pas été aboli, par exemple dans l'islam médiéval, etc. Fait, mais attendez, mais déjà, pardon, mais qui vous a dit que l'abolition de l'esclavage c'était une bonne chose? Quoi, il dit ça? Ouais. L'abolition de l'esclavage c'est pas une bonne chose. Hein. C'est l'anéantissement de l'esclavagisme qui est nécessaire. C'est pas l'abolition de l'esclavage, hein. Parce que vous confondez les process de légitimation et l'esprit d'un système avec l'institution. Vous confondez tout ça. Parce que moi, je veux l'abolition du salariat. Moi, je la veux, l'abolition du salariat, parce qu'au même titre que l'esclavage. Sauf que je sais très bien que c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que si tu commences à enlever tout ça, tu enlèves la sécurité de tout le monde. Et tu les mets dans la merde. Alors que si demain on donne... Moi, je le reprends parce que je l'ai ressorti la dernière fois, le Super Mario Revenu. Ah voilà. Oui, le Super Mario Revenu. Voilà, tu vois. Le Super Mario Revenu. Si tu donnes le Super Mario Revenu à tout le monde, en fait, t'as pas besoin d'abolir le salariat. Il va s'abolir tout seul, mon gars. C'est la même chose pour l'esclavage. T'as pas besoin d'abolir l'esclavage. T'as besoin de préparer des gens libres. Tu vois, en gros, t'as besoin de faire un truc, c'est que... Il faut dire la vérité. Moi je te dis très clairement, la meilleure méthode pour abolir l'esclavage, c'est de faire ce qu'on appelle un process... C'est pas forcément progressif, hein. Mais d'abord, t'interdis totalement toutes les maltraitances et tu obliges tous les propriétaires d'esclaves d'entretien et de donner un revenu et un salaire à tous ceux qu'ils ont sous leur charge. C'est ce qu'ils vont faire. T'es libre. Vous êtes tous libres. Barrez-vous. Je peux plus. Je veux plus vous voir. Et après, tu pourchasses et tu fais ça très physiquement, jusqu'à même les abattre, tous ceux qui font des actes de torture sur ceux qui croient être leurs esclaves. Mais pourquoi je dis ça? Parce que ça existait dans l'histoire. Et quand tu fais ça, tu vas voir que l'esclavage il va disparaître. Hein. Ensuite, tu mets en place un système d'instruction massive. Parce que tu as vu l'esclavage. Donc, l'esclavage, c'est aboli quand aux States? C'est aboli en 1860. C'était Lincoln, donc c'était en 72, je crois, en 60. Un truc comme ça. Ils vont trouver. Donc, c'était avec Lincoln. Puis d'ailleurs. La ségrégation, elle a duré. Bah oui. Ouais. Et, tu vois. Voilà. Oh, super. Ah, génial. Au lieu d'être dans un champ de coton, on est pendu sur des arbres. C'est cool comme perspective. Et on a des toilettes qui nous sont réservées et on n'a pas le droit de ci. Mais comment on a pu avoir un minimum de respect pour un État qui pratique ça, en fait? Moi, je comprends pas, en fait. Mais regarde, le truc, c'est que tu sais que, en vrai, si on va dans les détails, tu sais que l'abolition de l'esclavage, mais c'était pas 1861, ils disent. 1861, merci. Ouais, 1861, c'est ça, 1861. C'est la fameuse Civil War. Tu sais qu'en réalité, c'est le Nord contre le Sud. Ouais. Pourquoi le Nord a décrété que c'est mal l'esclavage? Faut arrêter avec l'esclavage. C'est vraiment très mauvais l'esclavage. Ils sont méchants les sudistes. Ouais. Donc tu sais, encore une fois, les gens disent bah oui c'est vrai, oui c'est vrai. Mais vous inquiétez pas quand on s'amuse à diaboliser quelqu'un, faites attention à ce que celui qui le diabolise n'est pas plus diabolique que l'autre. Bah en fait parce que les nordistes disaient c'est nul l'esclavage. L'usine c'est mieux. Vous êtes libre et vous êtes ouvrier. C'est génial et vous avez votre maison.
Donc, j'ai plus à m'occuper de vous, de votre entretien, etc. Et vous allez travailler comme des connards d'esclaves. Ouais, et je vais trouver un système encore plus malicieux. Mais oui, parce que tu sais ce qui s'est passé. C'est où les usines dans les États-Unis? C'est le Nord. Et le Nord avait commencé à mettre sa révolution industrielle à partir de 1860. Et là, ils se sont dit, bon, le capitaliste qui est un génie absolu, qui fait pondre de l'argent de je ne sais où, il a des grosses usines, là, il a beaucoup d'argent. Et il fait, mais comment je les tourne, mes usines? Il te faut des gens. Qui va accepter de travailler comme un damné pendant je sais pas combien d'heures pour juste m'amener des thunes? Mais oui, mais c'est ça la formule. C'est ça la formulation. Qui va être suffisamment fou pour bosser comme un chien à des heures pas possibles, dans des conditions super dangereuses? C'est dangereux ça, ouais, c'est très dangereux. Voilà, c'est infâme, juste pour m'amener de la thune à moi et moi je lui donne des miettes. Qui va accepter ça? C'est vrai, c'est pas con ça. Faudrait vraiment que ce soit un esclave. Oui, c'est une bonne idée. On a un vivier dans le sud. Mais ils vont pas partir comme ça. Ouais, vous avez raison. Abolissons l'esclavage. Je la fais vite, mais c'est comme ça. Hein. Donc, ouais, c'est la fameuse guerre de ouais, tout ça, c'est pour la liberté, machin et tout. Tu parles. En gros, c'était comment on va choper une main-d'œuvre utile et bon marché qui subissait déjà de travailler pour Walou. Ouais. D'ailleurs, pour Walou, en réalité, c'est pas vrai. Hein. C'est affreux, je le dis encore une fois, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on comprenne que même le salariat, c'est l'esclavage. Parce que faut que vous compreniez la fameuse question de la liberté. Donc déjà, oui, mais on est libre, tu peux quitter ton boulot. Vas-y, frère, vas-y, fais-le. Parce que t'aimes bien. T'es sérieux, t'aimes bien ton truc, là, tableau Excel et tout, t'aimes bien la machine à café. Vraiment, là, tu kiffes pour de vrai. T'es en train de penser à tes congés payés, tes congés où tu vas les placer, etc. Et tout. Vraiment, t'es en train de me dire que t'aimes. Vous êtes combien de pourcents vraiment à aimer ce que vous faites? Soyons sérieux. Encore une fois, à part les vrais bénévoles, que ce soit les enseignants, les soignants, etc., tous ceux qui font des services publics, entre autres, ceux qui font des métiers artistiques et culturels, et puis en gros tout ce qui apporte du sens. Mais concrètement, sinon le reste, non, en fait. Et pour conclure, parce qu'on va devoir conclure cet épisode déjà. Donc on a montré comment, mais enfin si peut-être. Ouais, mais du coup très 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 rapidement. Une piste de comment se révolter dans toute cette affaire. Comment dans notre pays on peut se dire vas-y là il faudrait qu'on se révolte contre notre on met guillotine directement Chanquerel. Excellent. On commence par ça. Non, déjà c'est pour ça que justement l'important c'est qui est derrière la guillotine. J'ai envie de dire l'enjeu est là. Je vais le faire en résumé. On aura sûrement une autre fois, soit en face cam, soit en machin. Et vous comprendrez pourquoi on est courte, mais. D'abord, en gros, j'insiste beaucoup là-dessus sur pourquoi on le fait. C'est-à-dire que nous devons tous réussir à nourrir ce sentiment selon lequel moi, ce que je veux, c'est être libre. Donc, si je veux être libre, je veux que les autres le soient. Et il faut que je sois prêt à ce que les autres le soient et je suis prêt à tout pour que les autres le soient. Parce que ma liberté est intrinsèquement liée à celle des autres. Et parce que c'est là ma dignité. En gros, c'est pour le dire, par contre, très sérieusement, c'est pas un truc franc-mac, c'est pas un truc d'élitiste de merde, c'est pas un truc d'aristo à 2 balles, c'est pas un truc de bourgeois dégénéré. La devise liberté, égalité, fraternité, elle est vraiment le résumé de ce que nous devons concevoir. C'est-à-dire être libre, sauf que je ne pourrais pas être libre si les autres ne le sont pas. C'est pour ça qu'on parle d'égalité, c'est d'une égale liberté. C'est pour ça qu'on a commencé par liberté. C'est d'une égale liberté. Tu vois, en gros, à partir de ce moment-là, c'est pour ça que tu sais, les gens qui disent mais moi je bosse 10 heures et l'autre il joue à la PS5 et on va avoir le même Super Mario Revenu. Ouais. Mais toi tu vas avoir plus parce que de toute façon, t'es pas fou. Si t'as le Super Mario Revenu, tu vas pas accepter de bosser pendant 10 heures ou je ne sais quoi pour que dalle. Tu vas tout relever. Ouais, bah oui. Et si jamais c'est pas intéressant, tu restes sur le Super Mario Revenu. Et l'autre là, qui joue à la PS5, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Lui au moins il est libre. Et toi, t'es libre. Et vous êtes content. Et t'inquiète pas, il va finir par vouloir faire des choses. Donc bref, l'important, c'est liberté, égalité. Et sur la question de la fraternité, parce que, regarde... Il y a quelqu'un qui n'est pas équité, ce serait pas plus juste? On joue sur les termes. Parce que... La justice et l'équité, oui. En fait, parce que pourquoi je vous dis on joue sur les thèmes, je comprends tout à fait ce que vous entendez par là. Quand on dit équité, c'est répartir équitablement les choses. Sauf que si on fait équitable, si on reste sur la casuistique, comme on l'a dit l'autre fois, c'est en fait donner tout le monde selon ce qu'il mérite. Et ça, c'est compliqué. Non, ça, c'est compliqué. Ou de donner à tout le monde la même chose. Ça aussi, c'est compliqué. En gros, c'est pour ça que vous allez voir. C'est pour ça qu'en réalité, c'est pour ça que c'est égaliser les conditions initiales. Vous comprenez ça? En gros... Tu nais, quoi qu'il, t'as ça. Exactement.
Et que c'est exactement ça. Et à partir de là, par contre, quand il y a des situations, et c'est là qu'on va le voir, les situations particulières comme telles que le handicap, la maladie, etc., etc., en gros, si tu veux, tu réduis à son niveau minimal les incidents de l'existence. Ce qui fait que, bah oui, tu vas pas être dans la rue parce que tu as un revenu qui est garanti. Donc c'est quand même génial. Parce que rappelons une chose, regarde. Putain, même j'avoue, demain tu vas avoir un appartement, un truc comme ça. En fait, tout le monde sait que de base déjà t'as. Mais oui. Et tu sais, les gens ils disent c'est pas possible, mais il y a plein de pays qui le pratiquent encore une fois. Alors oui, c'est peut-être pas le même nombre de population, mais c'est pas le même nombre de richesses non plus. C'est pas le même PIB. Hein. Donc oui, le Qatar le fait. La Libye, tout le monde a son logement, même s'ils sont en train de régler des choses parce que ça va pas au niveau du gouvernement. Des bullshit jobs, ouais. Oui, mais c'est ça. Donc ça aussi, faudrait lire là-dessus. Mais regarde, parce que regarde, il y a un truc intéressant. T'as vu, là, on parle un petit peu, les gens sont un petit peu en train d'évoquer la fameuse Mpox, donc la fameuse variole du singe. Ouais. Rends-toi compte, souvent d'ailleurs, historiquement, on a pas mal la variole, hein, je parle de la vraie variole, celle qui a été éradiquée en 1972, je crois, officiellement, ou peut-être en 97, ça a peut-être pris un peu plus de temps. En tout cas, c'est à la fin du XXe siècle qu'on l'a éradiquée officiellement. Effectivement, grâce à une immense campagne de vaccination très... là, pareil, hein, c'est pas une immunité groupale, hein, c'est tout le monde, on vaccine tout le monde, obligatoire. Sinon, ça marche pas, tu vois, c'est ça le principe. Et c'est un vaccin qui fonctionne très bien, vu qu'il existe depuis 1793. Et d'ailleurs, le vaccin contre la variole est très efficace, visiblement, contre la variole du singe, qui montre bien que c'est une sorte de mutation. Donc ça, là-dessus, c'est clair. Maintenant, l'important, c'est d'où ça vient. C'est qu'on sait que c'est une zoonose, ça vient des animaux, ok. Ça passe essentiellement par des rongeurs. J'allais dire, la variole a été, dans l'histoire, souvent assimilée ou confondue avec la peste. Bon, après, on a vu que c'était un peu différent quand même, quand on était un peu plus subtil, mais les gens, globalement, la pensaient comme une peste. Parce que tu as les pustules, etc., et tout, et t'avais tendance à mourir, sauf que là, évidemment la peste est beaucoup plus mortelle et c'est une bactérie, et la variole c'est moins mortel et c'est un virus. Mais regarde, un truc important, tu vois pourquoi c'est important, c'est que là on commence à faire un peu l'alerte. Donc pour l'instant ça serait d'animaux passés à des humains, mais en particulier dans une certaine région en Afrique, en particulier en RDC. Ah, c'est marrant, mais en RDC, il se passe pas quelque chose? Bah si, en fait, il y a des guerres, il y a une immense instabilité, voire un génocide, en fait, qui s'accumule, qui est assez flippant, d'ailleurs. Il me semble que c'est dans le nord de la RDC, si je dis pas de conneries. Et donc, tu fais... Ah, donc du coup, on peut surveiller de près une maladie? Bah non, en fait, pas du tout. Et on peut surveiller les allées et venues? Bah non, pas du tout. Parce que quand il y a une guerre, justement, on peut pas faire ça, et surtout quand il y a un génocide. Alors du coup, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va se passer que la maladie va se disséminer. Ah, donc c'est vrai que c'est pas une bonne idée de faire des guerres? Bah oui, c'est pas une bonne idée de faire des guerres. Et que même quand on croit que la guerre, elle est loin, parce que tu vois, ça aussi, tu sais, sur les fameux débats de oui, c'est loin de nous, ça ne nous concerne pas, moi je suis pas congolais, donc ça me concerne pas, ou moi je suis pas africain, ça me concerne pas. Ah bah de toute façon, sinon on n'a qu'à empêcher l'immigration. D'accord, mais si t'empêches l'immigration, empêche le tourisme. Empêche les gens d'y aller. Empêche les gens de prendre parce que le gars qui est revenu exactement. Parce que les gars ou le gars qui est revenu de Suède, qui est revenu en Suède et qui a amené le monkeypox, et c'est certainement pas le seul, ce ne sera certainement pas le seul. Bah il est parti en voyage, lui, c'est pas un migrant, hein? Ah bah non, hein, c'est pas un voilà. Donc et ce n'est pas non plus un soldat qui faisait un génocide, mais bref, il faisait sûrement du tourisme, qui est assez curieux quand même dans cette région. Mais voilà, bah il a ramené la maladie. Donc regarde maintenant le raisonnement. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que la maladie, ensuite, elle va repasser. Il y a des probabilités. C'est jamais impossible, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Ça s'est aussi produit avec le Covid. C'est que la maladie, elle passe de l'animal à l'homme, mais que la maladie puisse aussi toucher l'animal à nouveau. Si ça touche l'animal, les animaux sont encore moins contrôlables que les humains ici. Donc ça va partir dans les sphères animales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire récupérer chez les rongeurs. Et on va aller surtout chez les rongeurs, globalement, comme on dit, les plus répandus et les moins propres, comme les rats. Et les rats vont aller dans les endroits où il y a moins de propreté, qui sont techniques, mais là où il y a de la bouffe. Bah, sauf que si tu permets à ce qu'il y ait des camps de migrants, comme on dit, des camps de Roms ou des gens comme des bidonvilles, bah oui, en fait, il faut le savoir, les bidonvilles, c'est une des principales causes de graves épidémies dans l'histoire. C'est pour ça d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des civilisations, en l'occurrence comme l'islam médiéval, mais c'est pas la seule, la civilisation égyptienne l'a fait, de ne jamais laisser des bidonvilles dans une ville, de faire en sorte que tout le monde ait un logement. Tu vois, des fois, c'est même pas une question de bonté d'âme, c'est vas-y, non, t'as un logement, ouais, et il y a l'hôpital juste là, hein. Voilà, s'il y a un moment de souci, t'y vas. Bah oui, parce que t'es dans une ville, il y a 1 million d'habitants, s'il y en a qui commencent à avoir un truc chelou, ça va être un problème pour tout le monde. Tu vois, c'est du bon sens quand on parlait de l'aide médicale d'État, que les dégénérés
débiles profonds de RN ou de Reconquête ont dit il faut arrêter de la donner aux étrangers. Bah ouais, t'as raison. Fais comme ça, fais une croix contre les maladies. Dis au nom de la Jeanne d'Arc et de la Sainte Croix que la maladie ne me touche pas. Bah vas-y, tu vas voir, ça va pas marcher. Hein. Et donc, en fait, tu vois, c'est ce raisonnement-là. Donc, ne vouloir pour soi ce qu'on veut pour les autres, cette liberté et cette égalité, ça signifie aussi 2 choses. Ça signifie muscler son savoir, augmenter sa connaissance, apprendre le plus de choses possible, lire au maximum. Vous avez vraiment. Ça, c'est ultra important. Et j'ai envie de dire à peu près tout le monde, commencez à faire des arts martiaux. Tous. Ah ouais ? Autant que vous pouvez. Tous. Quel que soit votre corps, quelle que soit votre histoire corporelle, quel que soit votre rapport au sport, quelle que soit votre hygiène de vie, quel que soit votre temps de disponibilité, quel que soit votre sexe, etc. Faites un art martial. Trouvez celui qui peut vous plaire, celui qui vous convient, que ce soit ceux de la projection, de la lutte, ou que ce soit ceux qui sont de percussion. Faites un art martial. Cet art martial, si en plus il se trouve dans un bon cadre et bien fait, vous permettra quelque chose d'essentiel. C'est le fondement des arts martiaux, c'est de permettre de mieux coordonner la volonté et l'agir. Ouais, la volonté et l'agir. C'est-à-dire comment apprendre et savoir à faire un coup, en fait. Parce que vous ne ferez pas que des coups. Si vous faites du judo, vous n'allez pas faire des coups, vous n'allez jamais faire des coups, mais vous allez apprendre ce qu'on appelle vraiment, c'est quoi avoir la volonté de retourner quelqu'un. Et la boxe, ça compte ? Oui, c'est très bien. Je ne vais pas être méchant, c'est un second choix, même si pour moi, il rentre quand même dans le panthéon des arts martiaux. Mais c'est très bien aussi. C'est très très bien aussi. Faut pas que ce soit avec des gens toxiques. Putain, Dr H est en train de recruter une armée. Il recrute une armée de H. Donc c'est-à-dire qu'il veut des doctorants qui sachent se taper, en fait. Là, c'est vraiment le soldat ultime. Des philosophes combattants et rois, en fait. Parce que c'est ça, en vrai. C'est ça, la meilleure révolution. C'est quand, à un moment donné, tout le monde dit « Ah, mais moi, j'ai pas besoin qu'un tocard me dise ce que j'ai à faire. » Parce que je sais réfléchir, et si tu me forces, je saurai défendre. Exactement. Eh ben vas-y, on va conclure là-dessus, mais j'adore cette idée, et on l'approfondira un peu plus. Oui, et puis vous allez le voir dans les facecam. Et dans le facecam, d'ailleurs, est-ce qu'on peut dire le sujet ? Oui. De toute façon, ils vont sur la... Certains l'ont vu, je sais pas ce que ça se... Sur la chaîne YouTube, on peut le voir, je crois, déjà. Ah, je sais pas. Ouais, j'ai pas fait gaffe. Si, on peut le voir, mais on peut pas cliquer dessus. Le sujet, je te laisse le dire, c'est... Oui, c'est la sociologie. En fait, c'est la sociologie est-elle un art martial ? Et en gros, c'est sociologie et arts martiaux. Parce que je vais un peu évoquer les deux, je vais continuer même sur mon TikTok qui va bientôt s'ouvrir. Bah écoute, bientôt le TikTok aussi. Les redis sont gratuites, évidemment, les redis sont gratuites sur YouTube. Merci Thierry, ça fait trop plaisir. En tout cas, je viens de voir qu'il dit plus de rien en 3 ans de Twitch, j'ai jamais sub, mais je vais le faire ici, je pense. Mais merci. Merci beaucoup. Et puis voilà, merci Dr H, merci à ma chérie Galkani Cagnan derrière la caméra qui d'ailleurs sur Maskoff YouTube, allez taper Galkani Cagnan, il y a ce qu'il faut. Son concept Maskoff d'interview autour de sportifs, d'athlètes de haut niveau qui font tomber le masque, c'est chambé. Et il y a l'épisode avec le fameux hockeyeur qui est devenu paraplégique, et franchement c'est une histoire de dingue. Merci à Mourad Mokadem pour l'émission, le showrunner, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.